Donc je viens pour la deuxième fois et la dernière de tout le reste de votre vie, puisque je n'interviens pas en M2. Voilà. Donc, mon cours d'aujourd'hui s'intitule « L'école maternelle, l'école de l'épanouissement » et j'ai sous-titré « De l'attachement à l'autorégulation, l'effet des pratiques parentales et d'enseignement sur l'épanouissement des jeunes enfants et des jeunes élèves ». Donc c'est un peu particulier comme cours, parce que c'est un cours qui va beaucoup parler de pratiques de parents, mais je sais qu'au cours dernier, avec Roland Guagou, vous avez beaucoup parlé, et avec vos enseignants de Moulins et Dupuis, vous avez parlé des pratiques de l'accueil des parents à l'école maternelle, et donc on va s'interroger sur ce qui fait, en partie, une différence entre les enfants sur le versant de l'attachement. Et donc on va s'intéresser aux bébés. C'est particulier dans une formation pour enseignants, mais on a besoin de mieux comprendre l'origine des différences entre enfants, et ce cours fait partie de ce qui permet d'expliquer pourquoi tous les enfants n'arrivent pas les mêmes, identiques, quand ils arrivent à l'école maternelle. Alors, si ce cours est important, c'est qu'en fond, en 2019, il y a eu des gros changements. Je ne dis pas qu'il y a eu des changements intersidéraux, mais il y a eu un fort ancrage dans les nouveaux textes autour de cette question qu'est l'épanouissement du jeune enfant. L'épanouissement n'était pas absent de l'école d'antan, mais voici ce qu'on peut considérer à partir de cette loi de la confiance, c'est que l'école maternelle, c'est aujourd'hui l'école du « en même temps », c'est-à-dire une école centrée sur les dimensions à la fois affectives, autour de cette question de l'attachement, de l'épanouissement et du bonheur, et une école centrée aussi sur les dimensions cognitives et les apprentissages fondamentaux, le langage, la conscience phonologique, les mathématiques, etc. Et donc là, on a une rupture, on peut dire ça comme ça, avec cette centration forte aujourd'hui sur les dimensions affectives, beaucoup plus, je dirais, que dans les programmes de 2008, par exemple. D'où ce cours de la théorie de l'attachement à la notion d'autorégulation émotionnelle. Alors, les sources que j'ai considérées pour construire ce cours, je vais trop vite? Oui? Moi? Vous vous rappelez que c'est sur la plateforme? Et vous vous rappelez aussi que certains préfèrent écrire avec leurs doigts plutôt qu'avec leurs yeux. Donc, je poursuis en disant que si ce cours est important, c'est que si au concours, par exemple, vous aviez une question sur mais quels sont les changements sur l'école maternelle, eh bien cette question de l'épanouissement, du bonheur et de l'attachement font partie des nouveautés inscrites dans la loi de la confiance. Alors, les sources que j'ai considérées, c'est bien entendu les communications du ministre. Nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas vous. La loi de l'école. Alors, j'ai étudié la circulaire de rentrée 2019, le courrier adressé aux enseignants. Je me suis intéressée au contenu des assises de l'école maternelle dont on a déjà parlé. Et, puisque c'est mon ancrage, les recherches menées en psychologie cognitive, en psychologie du développement et en psychologie clinique. Et vous trouverez au fil de mes diapositives eh bien, les sources auxquelles je me suis référée. J'ai considéré aussi que c'est important de vous refaire l'historique et vous allez voir à partir d'une vidéo. Alors dans le bulletin officiel de la rentrée 2019, que vous allez connaître à peu près par cœur à la fin de cette année, on peut voir que l'école maternelle s'appelle École de l'épanouissement et du langage. Et vous voyez que l'épanouissement est placé en tête et langage en second, mais c'est assez variable, on voit les deux choses. Et je lis, l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans, point central de la loi pour l'école de la confiance, constitue un objectif majeur de la rentrée. Cette mesure vise à offrir à 25 000 élèves supplémentaires parmi les plus défavorisés, un cadre d'enseignement propre à réduire les inégalités. Donc vous voyez combien l'État fait confiance à l'école maternelle pour réduire les inégalités précoces dont on va parler tout au long de ce cours. Et puis,
Dans cet esprit, on peut lire toujours dans cette circulaire, dans ce BO, les assises pour l'école maternelle de 2018 ont rappelé que la dimension affective et la préparation aux apprentissages scolaires sont les deux éléments essentiels d'une école maternelle dans laquelle l'enfant prend plaisir à apprendre et progresse. Vous voyez l'ambition, hein ? On assigne aux enseignants un rôle fort autour de la question de la dimension affective, considérant finalement que celle-ci est un prérequis quasiment à la réussite scolaire. Je dis quasiment parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Développer la sécurité affective à l'école maternelle, par leurs attitudes et leurs paroles, les adultes qui participent à l'instruction et à l'éducation d'un enfant ont un impact affectif, susceptible, je n'aime pas bien l'ordre dans lequel c'est écrit, mais susceptible soit de l'inhiber, soit de lui donner confiance en lui-même. Autrement dit, vous voyez là encore le poids qui pèse sur les épaules des enseignants. En fonction de la manière dont vous vous comportez et la manière dont vous parlez aux enfants, vous pouvez soit les inhiber, soit leur donner confiance en eux-mêmes. D'où l'importance du langage à l'école maternelle et des attitudes que vous développerez au fur et à mesure de votre métier pour donner confiance aux élèves. C'est pourquoi il est crucial que les parents, je l'ai mis en gras, et la communauté éducative soient unis par les mêmes valeurs et se soutiennent mutuellement. On reviendra sur cette question-là. Ce soutien mutuel qui fait que, certaines recherches ont montré que plus les parents sont en adéquation, en accord avec ce qui se fait à l'école, moins les enfants souffrent de ce qu'on appelle un conflit de loyauté et mieux ils apprendraient. Et c'est pas facile, ça. C'est pas facile d'être en accord avec les parents d'une part et en accord avec la communauté d'autre part. Je vais vous raconter cette petite anecdote. Un jour que j'observais une étudiante débutante, enfin en M2, en CE1, elle faisait une leçon sur ce qu'il est bon de manger. Donc ce qu'il est bon de manger aujourd'hui, vous pourriez donner 2-3 critères ? Les fruits et les légumes, 5. Pas trop de gras, pas trop de viande, pas trop machin. Et surtout, pas de frites. Et là, un élève dit, mais si, les frites, c'est bon. Ce qui n'est pas faux, ce qui est même très vrai. Ce qu'il est bon de manger. Et donc la maîtresse répond, bah non, c'est pas bon les frites. Donc vous voyez le désaccord portant sur l'adjectif, mais ensuite elle dit, non, mais je veux pas dire que c'est pas bon, bien sûr c'est bon, c'est pas bon pour la santé. Et là, l'enfant dit, mais moi, ma mère, elle m'en fait des frites. Et vous voyez ce que ça sous-entend, c'est que ma mère est donc peut-être une mauvaise mère, puisqu'elle me fait des choses qui risquent de me rendre en mauvaise santé. Et donc, vous voyez dans quel cap il va se ranger, soit du côté de la mère, soit du côté de la maîtresse. Il a pris le parti de la mère. Et je ne vous raconte pas la suite de la discussion entre l'enseignante et l'enfant. Donc, vous voyez, c'est un exemple, hein, c'est sur les pratiques éducatives. Être en accord, ça ne va pas de soi. Ça va, ça ? Dans certaines familles, on considère que, pour éduquer un enfant, il est bon de lui rappeler la loi en le frappant. Ça va ? Vous ne découvrez pas ça. Eh bien, à l'école, il est bon de surtout pas respecter cette loi qui s'applique dans certaines familles. Et vous voyez comment, dans certains cas, eh bien, on va être en désaccord avec les familles et on ne pourra pas être en accord avec les familles. Je me souviens, je vous raconte encore ça, un jour que j'étais encore enseignante, un collègue à moi dit « J'ai convoqué le père de Trucmuche pour lui dire qu'il était vraiment pas sage à l'école. » Et donc, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu attends de lui? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer ?» Il savait très bien ce qui allait se passer, puisqu'on connaît les familles. Et donc, vous voyez qu'en appelant les parents à vous aider, de temps en temps, il faut réfléchir à ce qu'on fait quand on appelle les parents à l'aide. Et un autre père qui avait répondu « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse qu'il soit pas sage à l'école? Quand il est vilain dans la salle de bain, je ne vous appelle pas. » Bonne réponse, non? Bien, se soutiennent mutuellement et du coup, on peut trouver sur Internet, sur le site EduScol, une mallette destinée aux parents. Vous voyez, ça c'est encore un peu nouveau, parce qu'on en avait d'autres, mais vous voyez comment l'éducation nationale vise à rendre les parents partenaires de la chose scolaire, de la formation des élèves, et donc
propose pour les élèves, pour l'école maternelle, une mallette destinée aux parents qui explique ce qu'on y apprend, ce qu'on y fait, mais aussi ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils pourraient faire. Par exemple, il serait bon que vous lisiez un livre tous les soirs à vos enfants. Vous avez sans doute, et je crois que Roland Guagou vous en a parlé, entendu parler de cette nouvelle mesure sur les 1000 jours avant l'école, là, hein, de 4 mois de gestation jusqu'à l'âge des 3 ans. Vous voyez comment on commence à introduire en France, à travers l'école, parce qu'on le faisait avant, ce que j'appellerais une éducation à la parentalité. Et si ça vous intéresse, on pourra en reparler à midi. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette circulaire? Qu'il est important d'entretenir la qualité de l'accueil des parents et des responsables des élèves. Là, je sais que vous en avez parlé en cours, je ne m'étends pas. Transmettre la confiance en soi. Alors, transmettre la confiance en soi, il me semble que là, on a 2 objectifs, celle des parents et celle des élèves, mais là, on va se concentrer sur les élèves. Le professeur a un impact affectif déterminant sur les enfants et sur la qualité de leurs apprentissages. Vous voyez qu'on a tout le temps les deux, affectif, apprentissage. Un discours positif et ambitieux, valorisant les progrès, même modestes, structure en profondeur la personnalité des élèves. Rappelez-vous le cours que j'ai fait la dernière fois, quand je disais certains enfants se développent dans l'indifférence générale quand d'autres sont loués, félicités à longueur de journée, ça ne va pas provoquer les mêmes choses en termes de développement. Développement affectif, développement cognitif. Eh bien, vous voyez qu'on retrouve ça dans le BO. Il est important d'avoir cette évaluation positive et d'avoir un regard positif sur les élèves pour qu'ils prennent confiance et qu'ils développent un sentiment de compétence. Et oui, derrière la réussite de chaque élève, il y a un discours bienveillant porté par un adulte attentionné et soucieux de le mener au meilleur de lui-même. Si vous étiez chevronné, vous diriez que ça n'est vraiment pas facile à réaliser, ce regard bienveillant sur chacun quand on en a 25. Il n'empêche que c'est la loi et c'est ce que le ministre nous demande, vous demandera. Et puis, travailler en synergie avec les agentes territoriales spécialisées des écoles maternelles, les ATSEM. Travailler en synergie, ça veut dire coopérer avec les parents et les responsables légaux, et au sein de cette coopération, l'ATSEM a un rôle à jouer. Et voilà ce qu'on peut lire ensuite. Aux côtés des professeurs des écoles, les ATSEM sont des figures d'attachement importantes pour les élèves et participent activement à leur sécurité matérielle et affective. Ce qui ne veut pas dire que les ATSEM sont les seules figures d'attachement importantes, puisque c'est aux côtés d'eux, mais il n'empêche que les ATSEM ont elles aussi un rôle fort à jouer sur cette idée qu'elles sont des figures d'attachement importantes. Et là, mon introduction est terminée. Pardon. Pas du tout. Leurs compétences contribuent pleinement au bien-être des élèves et à la mise en œuvre des activités dans la classe. OK. Là, on a le cadre législatif pour vous. Donc, quand on parle d'épanouissement, n'oublions pas que les ATSEM sont impliqués dans ce travail aux côtés de l'enseignant. Donc, les idées clés aujourd'hui pour l'école maternelle, ça pour moi, c'est la diapo à prendre par cœur pour le concours. Hein. Et vous allez voir, elle est petite, mais par cœur. Les idées clés de l'école maternelle d'aujourd'hui, c'est une école dès 3 ans, une école obligatoire dès 3 ans, ça on en a assez parlé, j'y reviendrai pas, qui vise à réduire les inégalités sur le versant des compétences langagières, donc l'école du langage. Vous voyez que là on a inversé. Réduire les inégalités sur le versant des compétences langagières, œuvrer à l'épanouissement et au bonheur des enfants, faire que chaque enfant ait confiance en lui et dans les autres, et être ensemble au service de la réussite et de l'épanouissement. Donc vous voyez quand même que dans ces idées clés, on a le langage et beaucoup de choses autour d'épanouissement, bonheur, confiance, réussite, épanouissement. Ce que l'école aujourd'hui veut former, ce sont de bons élèves heureux. Le problème, c'est que le bonheur, ça ne se mesure pas très bien. Mais bon. Voilà, ça, pour moi, c'est la diapo à apprendre par cœur. Pour le reste,
Je vous signalerai ce qui me paraît important. Et confiance dans les autres, peut-être que vous êtes trop vieux aujourd'hui pour comprendre cette phrase. Mais quand vous avez 3 ans, que vous avez été uniquement gardé par votre maman, votre nounou, votre papa, votre représentant légal, les autres peuvent être considérés comme dangereux. Et j'ai le cas d'une petite fille qui est rentrée cette année à l'école. Dès lors qu'un enfant l'approche, elle a été gardée par sa mère et son père, et elle a très peu fréquenté d'autres enfants pour des raisons que je tairai. Et donc dès lors que les autres l'approchent, elle mord, elle tape. Elle s'en méfie, elle n'a pas confiance en eux parce qu'elle ne les connaît pas. Et donc le rôle de l'école, ça va être aussi de leur apprendre à vivre ensemble, à ces petits, qui n'ont pas eu l'habitude de vivre avec 25, 26, 27, 28 jumeaux. Parce que c'est ça, une classe de maternelle, c'est 28 jumeaux dans une même classe. Ceux d'entre vous qui ont des enfants, vous imaginez comment apprendre à parler à 28 jumeaux, c'est quand même un peu compliqué. Ok. Alors, à la rentrée 2019, le ministère a doté les enseignants de nouveaux outils pour l'école maternelle. Des outils gratuits que les enseignants sont censés avoir, lire et utiliser, bien entendu. Un guide spécifique pour l'enseignement de la phonologie. Ça va, conscience phonologie? Oui, tout le monde? Faites comme ça si vous ne savez pas ce que c'est la conscience phonologique. Si, ça va. Un guide spécifique pour l'enseignement du vocabulaire et des ressources pédagogiques pour l'enseignement des mathématiques sur Eduscol. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les outils sont très prescriptifs du côté du ministère. La liberté pédagogique existe toujours, mais il n'empêche que le ministère commence à doter les enseignants d'outils qu'il juge plus pertinents et il en fait cadeau aux enseignants. Et c'est tout. Et normalement, vous devriez avoir une question qui vous brûle les lèvres et que je vais poser pour vous, mais pas encore, de guide sur les pratiques d'enseignement favorisant le développement affectif, la sécurité émotionnelle et cognitive, l'épanouissement. Donc vous voyez comment, aujourd'hui, se pose la question de savoir comment faire en sorte que les enfants, à travers nos pratiques, soient heureux, sécurisés, j'y reviendrai, et épanouis. C'est le but de ce cours. Je vais commencer par définir la théorie de l'attachement et anticiper, prévoir les conséquences possibles de cette théorie de l'attachement sur le développement affectif et cognitif. J'insiste lourdement, et je vais le répéter tout au long de ce cours, sur les conséquences possibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là de fatalité. Il y a des données, il y a des tendances, il y a des possibles, mais il n'y a pas de certitude. C'est fondamental, ça. C'est fondamental de se dire que tout ne se joue pas avant 3 ans. Et ça aussi, pour moi, c'est écrit en gras dans vos cours. On va observer que les théories de l'attachement proposent une interprétation des comportements enfantins, et j'insiste pour dire que tout un tas de travaux actuels, notamment menés en neurosciences, prouvent que tout le développement ne se joue pas avant 3 ans, ni même avant 6, ni même avant 20, ni même avant 50. Qu'en fonction des stimulations que l'individu va recevoir par la suite, tout est toujours possible. On a souvent vu rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ça va? Ça, c'est prouvé. Pas le volcan. Je vais commencer par un vieux film des années 62 qui présente la théorie de l'attachement. C'est en anglais, ne vous inquiétez pas, c'est traduit en dessous. Mais ça, c'est les prémices c'est grâce à cette expérience qu'on a commencé à comprendre ce qu'était la théorie de l'attachement, ce qu'était l'attachement pour le bébé. Is an orphan, separated from his mother since the day of his birth. Literally, his life hangs by a thread, a soft cheesecloth pad that is his only companion, his only comfort. Once a day, the pad is removed for cleaning. This is the laboratory of psychologist Harry Harlow. Distressed, permanently deprived. He is studying monkeys to better understand human relationships. He may die for want of love. Food or security? Which is motherhood's stronger appeal?
Alongside a warm, familiar mother of cloth is a stark wire doll set up as nothing more than a feeding machine. The young monkey is placed deliberately on a cloth mother which has no milk to nourish him, but fulfills some fundamental needs. This experiment revolves around one simple question. Will the infant monkey switch his affection to a wire mother which offers food and life itself? Only when forced by hunger does he loosen his grip and begin to yield to nature's most powerful internal drive. From the wire mother he derives one thing, nourishment. No warmth, no comfort, no feeling of security. After feeding, he returns to spend up to 22 hours a day near the only mother he knows. From this inanimate. Let's put a monkey into the room. Notice how cautiously he enters the room. He's searching for comfort, but nothing relieves his disturbance. Now we'll take the baby monkey out and put in a wire mother. Now this one was nursed by a wire mother. That's right, all is right. She doesn't seem to help much. Now we'll try the same test with a cloth mother in the room. You see the contrast in the behavior? Despite the fact that the wire mother nursed him, she could offer this infant nothing in the way of affection and security. But here the monkey, by rubbing against the cloth mother, as if he were seeking as much contact comfort as he could get, builds up his reservoir of affection and security. First his body relaxes as the fear disappears. But above and beyond this, new positive response patterns appear. He now goes out to explore and investigate this new, strange world. He is now a normal, happy, curious baby. Tout est dit, ou presque, parce que les bébés ne sont pas des singes. Mais voilà, je mettrai dans le PowerPoint la référence à la vidéo sur laquelle vous pourrez la revoir si vous voulez la revoir. Mais vous voyez combien, chez le bébé macaque, la rassurance par quelque chose qui ressemble à un parent est plus important que la nourriture. Et plus fondamental encore, la dernière expérience qui montre qu'une fois rassuré, alors il peut explorer le monde. Vous avez vu que tant qu'il n'y a pas sa maman en fourrure, il reste prostré sur ce tissu avec des gestes de balancement, sans exploration. Une fois que sa mère de fourrure revient, ou son père de fourrure revient, alors il ne se sent plus en sécurité et il part à la découverte des objets. Gardons ça en tête. La théorie de l'attachement se développe à partir de 5 comportements qui sont innés. Les pleurs, la succion, l'agrippement,
le sourire et la capacité à suivre du regard. C'est parce que les bébés sont équipés de ces 5 comportements qu'ils vont pouvoir s'attacher. Et ces 5 comportements remplissent plusieurs fonctions. Je pleure, en théorie, j'ai du réconfort. Quand je me perçois des menaces qui peuvent être extérieures, j'entends un bruit, il y a l'arrivée d'un adulte que je ne connais pas ou d'un enfant que je ne connais pas, ou ces menaces peuvent être internes, j'ai faim, j'ai froid, j'ai peur, je me sens tout seul. Et donc vous voyez comment, en souriant par exemple, seulement en souriant, eh bien il va appeler l'autre vers lui. Comment, en pleurant, il va appeler l'autre vers lui. Comment, en suivant du regard aussi, il peut appeler l'autre. Donc ces comportements-là ont vraiment une fonction dans la théorie de l'attachement. Si les réponses de l'entourage sont adaptées, alors l'enfant va pouvoir développer ce qu'on appelle une base de sécurité. Il y a quelqu'un qui, quand j'appelle, est là, présent. Et donc, ça me sécurise. Si quand j'appelle, personne ne vient, ou quand j'appelle, les réponses ne sont pas adaptées, alors je ne développerai pas ou je développerai mal cette base de sécurité, je serai plus inquiet. Vous le voyez bien ça à l'école maternelle, quand c'est l'heure des parents. Vous voyez comment certains sont beaucoup plus inquiets que d'autres. Certains sont certains, sûrs et certains, convaincus que leurs parents vont arriver, même s'ils sont en retard. Et d'autres, dès le début, vous les regardez, ils jettent des coups d'œil inquiets à la porte, et si la maman n'arrive pas ou le papa n'arrive pas le premier, ça les met dans des états d'inquiétude. Donc on voit comment certains ont construit une vraie base de sécurité, d'autres un peu moins. Le bébé qui a construit cette base de sécurité a donc confiance dans l'idée qu'il y a quelqu'un qui le protège, qui le soutient, qui est disponible. Et c'est parce qu'il a confiance dans la disponibilité de la figure d'attachement qu'il va partir explorer le monde. Il sait qu'il pourra retrouver sa base de sécurité dès qu'il en aura besoin. C'est fort intéressant ça, quand vous êtes par exemple sur la place du village et que, je vous l'ai dit l'autre fois, que vous regardez comment les parents laissent ou pas l'enfant libre et comment l'enfant bébé de 1 an profite ou pas de sa liberté. À quelle distance il supporte de s'éloigner, par exemple. C'est très intéressant de regarder ça. Certains bébés n'ont aucune peur de s'éloigner. Ils savent que de toute façon, quand ils vont se retourner, il y aura quelqu'un. Et d'autres s'éloignent peu ou ne s'éloignent pas. Et on voit bien comment ce comportement est signe d'une légère inquiétude, si jamais il n'était plus là. Et ça s'origine dans les relations premières, où certaines fois, ils en ont eu besoin, ils n'étaient pas là. Certaines fois, pas une seule fois. C'est quand même c'est pas en une fois que tout se noue, c'est dans une vie de bébé. Alors, je vais vous montrer 4 bébés. 4 bébés, ça dure pas longtemps, qui vivent dans des environnements très différents. Un enfant qui vit en Afrique, un enfant qui vit en Mongolie, un enfant qui vit aux États-Unis et un enfant qui vit au Japon. Mais c'est très court, je vous conseille ce film pour connaître les différences éducatives, c'est parfait, il est génial. C'est Alain Chabat qui avait imaginé cette idée. Mais vous avez un travail. Je vous demande d'être très attentif au regard des bébés et regardez ces bébés. On ne voit pas leurs parents, mais regardez où ils regardent et vous comprendrez où est leur base de sécurité et aussi où elle n'est pas. C'est-à-dire regardez les bébés et demandez-vous où sont les parents. Ça va, la consigne? Regardez vers où regardent les bébés et regardez. Essayez de voir où sont les parents.
Petit commentaire sur la première scène avec le frère et la sœur là, où les deux... C'est frappant ça, hein. Vous avez vu où est la mère ou le père? Il y a quelqu'un. Ouais, il y a quelqu'un. Et ça réagit pas. Premier temps, ça commence un petit peu à crier, puis deuxième temps, ça commence à crier. Et donc l'enfant manifeste de plus en plus fort jusqu'au moment où elle se met comme ça, en espérant attirer le parent. Et le parent ne vient pas, et visiblement, elle se calme, mais la mère est là, elle a vu, elle la prend à témoin. Et puis vous voyez comment, mais ça va très vite, et si vous regardez le film, vous le verrez. À un moment, on voit la petite japonaise qui a un CD, puis elle joue avec des objets, puis elle pleure, et il n'y a personne qui vient. Vous avez vu ça? Ok. Et puis vous voyez aussi que quand la chèvre arrive dans la bassine, alors que l'enfant, il y a quelqu'un qui réagit, qui protège. Ça va? Donc on sent combien, eh bien, il y a des figures parentales qui veillent sur ces bébés. Il y a aussi dans l'attachement, hein, vous avez vu ce bébé qui est ficelé là. Bon, regardez le film parce que c'est vraiment génial pour voir que les pratiques parentales ne sont pas toutes les mêmes et ne produisent sans doute pas les mêmes effets. J'aime beaucoup aussi la scène où on voit les enfants américains et japonais qui prennent des cours de danse, tout bébé, là, vous avez vu ça, la pédagogisation de l'environnement dès le plus jeune âge, et le petit bébé namibien qui danse dans sa case avec ses parents. Voilà, j'aime bien la comparaison. Alors, si cette question vous intéresse, vous avez gratuitement ce livre de Nicole Guédenay qui est en téléchargement libre, qui s'appelle « L'attachement, un lien vital ». Et je vais beaucoup utiliser, Nicole Guédenay, la conférence qu'elle fait, dont je vous mets le lien aussi si vous voulez la voir en entier, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, elle dit exactement ce qu'il faut en dire. Elle va commencer par définir l'attachement, et je vous la laisse écouter. Voir aussi d'ailleurs. Maintenant, plus précisément, à ce que c'est que l'attachement. L'idée dans l'attachement, c'est de comprendre une des dimensions, et je vais dire un système motivationnel, j'y reviendrai, car a priori vous n'êtes pas forcément obligé de savoir ce qu'est un système motivationnel. Qu'est-ce qui fait? Quels sont dans les liens émotionnels durables, uniques, importants que crée le bébé avec ses parents? Quelle va être la part de l'attachement? Et quelles vont être les conséquences tout au long du développement? Ça n'est donc pas une théorie générale du développement. Être attaché, c'est une des dimensions du lien parent-bébé. Et ça, c'est très important, car dans l'idée de l'attachement, nous prenons ce mot-là dans un sens très banal. Tout le temps dans la journée, vous dites « je suis très attaché », il est très attaché. Ça veut dire que vous aimez bien quelqu'un, que vous avez un sentiment très fort avec lui. L'attachement, dans la théorie de l'attachement, les besoins d'attachement du bébé, qui nous verrons sont universels, ça n'est pas du tout ça. C'est une des dimensions de cela. Être attaché, ça va être uniquement cette dimension du lien affectif avec une personne qui fait qu'on recherche d'elle la sécurité ou la proximité en cas de détresse. Le bébé est biologiquement programmé, tous les bébés humains sont biologiquement programmés pour rechercher la proximité d'une personne ou de plusieurs personnes adultes qui sont autour de lui. Un bébé seul n'existe pas, lorsqu'il est en situation de détresse et d'alarme, et ça tout au long de la vie. Et pour vous donner un exemple, je vais vous donner juste cette situation à laquelle vous allez réfléchir. Vous venez d'avoir une mauvaise nouvelle, un événement difficile, ça ne va pas bien. À qui parmi vos proches vous avez envie de vous confier? Je parierais
que vous avez en général entre 1 et 3 figures à peu près. Maintenant, je vous dis, vous avez une après-midi de libre, vous pouvez aller faire quelque chose d'agréable avec des gens que vous aimez bien. À qui vous pensez? Eh bien, certaines personnes seront dans les deux groupes, mais certaines ne seront pas dans les deux groupes. Il y a des personnes à qui vous allez vous confier en cas de détresse, dont vous aurez envie d'avoir l'évocation au téléphone quand ça n'ira pas. Passer plus d'une demi-heure avec elles pour s'amuser, non, vraiment. Vous avez des amis avec qui vous adorez passer 3 heures, mais ils ne sont pas là, bon, c'est dommage, mais c'est pas très grave. Est-ce que vous sentez que vous avez bien là un lien différent avec ces personnes? Parce que les besoins satisfaits par ce lien ne sont pas les mêmes, et ceci, c'est une poursuite à l'âge adulte de ce que le bébé va construire dans ces différentes dimensions du lien avec ceux qui l'élèvent. Et le lien d'attachement. Si je devais retenir une phrase de ça, la messe est dite une fois qu'elle a parlé, il n'y a rien à rajouter, je rajouterais j'attire votre attention sur le début, elle dit « une ou plusieurs personnes peuvent servir de figure d'attachement ». C'est fondamental ça. On peut s'attacher à son père, on peut s'attacher à sa mère, on peut s'attacher à ses frères, à ses sœurs, on peut s'attacher à plusieurs personnes, même s'il y a toujours une figure d'attachement principale. Donc ce n'est pas réservé à la mère, hein, l'attachement. Ça peut être sa mère adoptive, ça peut être la personne de l'ASE qui garde, bref, ça peut être tout un tas de gens, ça n'est pas réservé à la mère. Alors, j'ai vu que certains d'entre vous et certaines d'entre vous prenaient des notes pendant la vidéo, d'autres pas. Comme je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut mémoriser, eh bien en fait j'ai repris ce que disait Nicole Guédonnet et je l'ai mis sur cette diapositive au cas où certains d'entre vous, quelqu'un aurait été absent. Mais je ne vais pas le redire, hein, puisque c'est ce qu'elle dit exactement. Et là, je vais la réutiliser à propos de ce schéma qui montre que le maintien de la proximité est important dès lors que le bébé perçoit un stimulus alarmant ou qu'il est en état de détresse. On le voyait chez le singe, ce stimulus alarmant, c'est cet endroit inconnu. Vous avez vu ce qu'on voit dans le film, c'est il entre dans un espace inconnu, il est prostré. Vous vous rappelez, il reste dans la cabane sans bouger. Disons-nous que tous les enfants qui entrent à l'école maternelle, enfin pas tous, parce que certains ont des grands frères et sœurs, mais pour eux, cet environnement nouveau va générer cet état d'inquiétude. Hein, cette classe de maternelle dans laquelle grouillent des enfants avec du matériel qu'on ne connaît pas, des gens qu'on ne connaît pas, des dames qu'on ne connaît pas, eh bien ça va provoquer cette insécurité chez la plupart des enfants. Vous-même, quand vous êtes arrivé à l'INSPE, vous étiez en état d'insécurité. Vous saviez, on vous dit que c'est dans le bureau B12 et puis vous comprenez que le B12, ça va, tout le monde est un peu en état d'insécurité face à la nouveauté. Et donc ce système va activer, ce stimulus va activer un système d'alarme et l'enfant va chercher sa base de proximité. Hein, il va chercher à établir la proximité avec la personne qui s'occupe de lui. Soit par des comportements de colère, soit par des comportements d'appel, soit par des comportements actifs, moteurs. Mais en tout cas, il a tout un système pour appeler. Il peut pleurer, il peut hurler, il peut chanter, il peut bouger, mais il va appeler pour que la base de sécurité lui apporte le réconfort et la proximité. Ça va ? Alors, je vais vous faire écouter maintenant ce que dit Nicole Guédonnet à ce propos. L'adulte vers qui l'enfant envoie ses signaux, l'enfant a d'ailleurs d'autres signaux en même temps. Parce que, vous savez, les adultes, parfois ils sont occupés. Hein. L'enfant pleure, il répond. Et puis l'enfant pleure plus, on va voir, ils peuvent ne plus répondre. Alors l'enfant a un autre répertoire. Et vous savez que le pouvoir magique d'un bébé, c'est s'il vous regarde ou s'il sourit. Qui peut résister au regard d'un bébé? Personne. Le bébé a aussi des comportements qui vont maintenir la proximité. C'est-à-dire comme si le bébé disait d'abord tu réponds, j'ai besoin, on verra toute la réponse du parent, et je ne te lâcherai pas tant que j'ai besoin de toi. L'adulte donne la proximité et le réconfort par rapport à ses besoins d'attachement. Tous les adultes ne le font pas.
Mais normalement, dans la population générale, qu'est-ce que vous faites quand un bébé pleure? Vous faites « Ah ». Il fallait me regarder là, parce que sinon c'est comportemental. Vous faites « Ah ». Si un bébé pleure et que vous faites « Ah », vous n'avez pas forcément connu la théorie d'attachement, vous savez déjà qu'il y a un problème. On y reviendra. Parce que ce système qui vous fait répondre à ces besoins, c'est aussi un système qui est biologiquement programmé. Mais je vais revenir sur la complexité des systèmes motivationnels. Alors c'est ça. Donc vous êtes biologiquement programmé pour répondre au sourire, ça serait bien qu'on le soit aussi pour répondre aux pleurs. Hein. Ça va? On continue. Et on continue toujours avec elle. Ce système se développe à partir de 6-9 mois, légèrement décalé par rapport à l'attachement, si vous me suivez, puisqu'à 9 mois, l'enfant a plutôt l'idée qu'il a une figure unique, et que s'il est trop loin de la figure d'attachement, pour son état, il ne va pas être très content, il va vouloir rétablir la proximité. Quelle chance! La vie est bien faite, si l'on pense en termes de survie. Car lorsque le bébé commence à crapahuter, ceux ici qui ont le Terrible 2, vous savez, le 18 mois explorateur, avec ses changements importants, moteurs, cognitifs, dans la communication, le bébé découvre la marche. Et il est heureux, hein? À moi le monde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il contrôle la proximité avec la figure d'attachement. Fini le temps où vous pouviez le laisser dans le parc et aller... Enfin là, vous êtes obligé de le laisser dans le parc. Mais vous pouviez faire au moins prendre votre douche une demi-heure. Une demi-heure, c'est un peu long quand même. 5 minutes. Fini. Il s'éloigne pour explorer. Hein, je renvoie à tous ceux qui font les joies du jardin, du square, et de garder un enfant de 2 ans. Quelle fatigue. Vous préférez tous aller travailler. C'est beaucoup moins fatigant. Il étend son horizon. Mais alors, en même temps, ce bébé qui explore se place en situation de danger, de frustration, d'impuissance. Comment va l'aider l'attachement? Et justement, c'est quand même assez intéressant, car lorsque notre bébé a besoin de cet attachement, imaginez un bébé qui court et qui pourrait supporter une distance extrêmement lointaine de sa figure d'attachement. Et ça, même si vous connaissez rien à l'attachement, vous savez qu'un bébé de 15 mois qui court dans la rue à 50 mètres de ses parents, là vous faites alerte. Oui ou non? C'est pas normal. Le bébé, qui nous verrons a une sécurité d'attachement, est un explorateur prudent, intrépide, mais prudent. Et le bébé, au-delà d'une certaine distance, revient parce qu'il est trop loin de sa figure d'attachement, ce qui a un effet de protection formidable. Car si nous devions radariser nos bébés à partir de 18 mois, comme ils en auraient besoin, vu les dangers dans lesquels ils vont s'exposer, je ne vous dis pas dans quel état nous serions. Et je ne suis pas sûre qu'on y arriverait. Finalement, dans cette articulation exploration-attachement, il va y avoir là encore quelque chose qui non seulement développe les compétences du bébé, mais dans une zone de développement optimal qui est toujours finalement, que ce soit du fait des parents ou du fait du bébé, dans une zone de protection. Et effectivement, entre 9 et 12 mois, le bébé constitue le phénomène de base de sécurité avec chacune de ses figures d'attachement. Il résiste aux séparations de la figure d'attachement et il aime maintenir la proximité quand il est en état d'alarme. Il utilise la figure d'attachement comme une base pour explorer et il se tourne vers la figure d'attachement pour chercher du confort et du soutien. Et regardez les deux figures maternelles, c'est tout à fait différent. La base de sécurité, je suis sur ma mère comme le porte-avions avant de m'en aller, à moi le monde. Dans le deuxième cas, regardez l'orientation. Je suis orientée vers la figure d'attachement qui doit m'aider à réguler mon état d'alarme. Là, commencez pas à me divertir l'attention, dit le bébé. C'est pas de ça dont j'ai besoin. Là, les conditions de la sécurité. Alors là, on commence à parler métier. Hein. Qu'est-ce que c'est qui va participer à rendre l'enfant sécure? Le bébé sécure. C'est le terme qu'on emploie, c'est traduit de l'anglais. Donc c'est pas sécurisé, c'est sécure. Comment lui est sécure ou insécure?
Quelles sont ces conditions? C'est des expériences répétées et stables. Plus le monde de l'enfant est stable, plus les expériences qu'il vit se répètent et plus il va être en sécurité. Beaucoup d'études sur les pratiques éducatives parentales, dont peut-être Roland Guagou vous parlera, mais je ne crois pas. On voit que dans les familles, il y a des tendances. Il y a des parents qui ont tendance à être ce qu'on appelle rigides. La loi, c'est la loi et la loi, c'est eux. Des parents qui sont plutôt souples, c'est-à-dire qu'il y a des lois, mais qu'il y a aussi des règles qu'on peut négocier. Et il y a des parents qu'on appelle aléatoires. Ces types de pratiques se retrouvent dans tous les milieux sociaux, même si, en tendance, les pratiques rigides, contrairement à ce que croient beaucoup d'enseignants, se retrouvent plutôt dans les familles de milieux populaires, et les pratiques aléatoires plutôt dans les familles favorisées. Pratique aléatoire, c'est de temps en temps, je pense comme ci et je fais comme ça, et le lendemain, ça peut être tout à fait le contraire. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Machin est médecin, sa femme est pédiatre. Il travaille beaucoup, tard, et donc, il rentre un soir, il est 6h30, tout le monde se lave, ils ont 4 enfants, tout le monde se lave, tout le monde mange, à 7h, tout le monde est au lit. Les enfants n'ont pas sommeil, mais les parents sont épuisés. Et le lendemain, papa et maman rentrent plus tôt, ils ne sont pas fatigués, et donc les enfants vont avoir le droit de regarder la télévision, de jouer jusqu'à point d'heure, de se coucher à minuit. Vous voyez le... Ou bien, un jour, tel comportement est totalement permis, le lendemain, papa ou maman est fatigué, l'enfant va être grondé, alors que c'est exactement le même comportement qu'il avait démontré la veille. Donc des expériences répétées et stables, c'est dire combien c'est important pour l'enfant que son comportement ait toujours la même interprétation et toujours la même réaction. Ceux parmi vous qui ont des enfants le savent, quand ils ont eu des bébés, on leur a dit, il ne faut pas les laisser pleurer. Enfin, si vos grands-mères pouvaient dire, si laisse-le pleurer, ça lui fait les poumons. Enfin, ça se dit plus. Il ne faut pas les laisser pleurer, et souvent les gens rajoutent trop longtemps. Et le trop longtemps, il est extrêmement variable. Vous avez des parents qui, alors que le gamin a juste fait un petit mouvement et qu'il a fait un petit cri parce qu'il s'est tourné et qu'il pensait, vont se précipiter pour lui demander qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. D'autres qui vont dire, peut-être qu'il a juste fait un petit truc là, j'attends 5 minutes, d'autres 10 minutes. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est d'être stable. C'est-à-dire que ne pas donner la réponse immédiate le lundi et attendre 1 heure le lendemain. Parce que ça, c'est typiquement des expériences qui ne sont ni répétées ni stables. Et donc l'enfant, pourquoi c'est embêtant? Parce que le bébé ne pourra extraire aucune règle. Et donc ne pourra jamais se sentir en sécurité. Et pourquoi c'est important à l'école? Pour exactement la même raison. Si on veut que les élèves intègrent les règles de la classe, les lois de la classe, alors il faut que celle-ci soit le plus répétée et le plus stable possible et identique pour tous. C'est-à-dire que la réponse que donne la maîtresse à tel comportement que j'appellerais déviant, il faut qu'elle donne la même réponse à tous pour que les élèves puissent en extraire une règle ou une loi. Si elle accepte de Trucmuchette, qui est bien gentille et bien mignonne, quelque chose qu'elle va blâmer 5 minutes après chez Trucmuche, alors les élèves ne peuvent pas se construire dans un cadre stable parce que les expériences ne se répètent pas. C'est parce que les expériences se répètent qu'on extrait des règles et qu'on peut se sentir rassuré par le cadre. Si le cadre fluctue, si le cadre change, si le cadre n'est jamais le même, alors les élèves ne peuvent pas, vous voyez, je parle d'élèves, se sentir en sécurité dans cet environnement. Voilà pourquoi il y a un emploi du temps à l'école maternelle. Ça peut paraître bizarre. Vous voyez dans toutes les écoles maternelles les mêmes emplois du temps, les activités qui se succèdent de la même manière. Vous verrez le rituel du matin, etc. Pourquoi? Exactement pour cette raison. C'est que quand ils rentrent dans cette classe qui va être leur nouveau lieu de vie, ils extraient de ce cadre que c'est sécurisant parce que ça revient, parce que c'est stable. À 9h, il y a motricité. À 9h15, je pleure. À 9h20, je passe aux toilettes. Voilà. Ça va? Et vous voyez pourquoi, de mon point de vue, il est très important que les enseignants qui travaillent à mi-temps s'entendent sur ces fameuses règles cadres, etc. Surtout en petite section. Si le monde change du lundi au mardi et du jeudi au vendredi, eh bien, il y a de fortes chances que les enfants ne se sécurisent pas dans ce cadre particulier qu'est l'école. Des expériences répétées et stables. Cela dit, je parle de tout petit, je dirais strictement la même chose à l'école élémentaire. Combien il est important que les élèves se sentent en sécurité dans leur classe,
à travers les pratiques pédagogiques des enseignants. Des réponses adéquates aux besoins d'attachement du bébé par les figures d'attachement, elle l'a très bien dit, quand il y a une demande, quand il y a un appel de l'enfant qui se sent en insécurité, voire en sécurité mais fier de lui, maîtresse, maîtresse, regarde, il est beau mon dessin. Ah, mais oui qu'il est beau ton truc là, qu'est-ce que c'est? Bon. Réponse adéquate aux besoins d'attachement du bébé et du jeune enfant, c'est répondre à leur demande de sollicitation. Regarde-moi, maîtresse, je saute... Ah ben tiens, le film là que vous avez vu la dernière fois. Regarde comme elle est forte, cette fille, elle saute sur le toboggan. Regarde comme il est grand. Voilà. Ça, c'est des réponses adéquates aux besoins d'attachement de l'enfant, aux besoins de sécurité. Je te vois. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des stages, vous voyez qu'à l'école élémentaire, voire même au CM2, voire même plus tard d'ailleurs, il y a certains élèves qui ont particulièrement besoin d'être vus. Et tant qu'on ne les a pas vus, eh bien ils vont démontrer des comportements pour qu'on les voie. Ça va? D'abord, ils vont commencer à faire un peu de bruit avec leur trousse, ensuite ils vont embêter un copain, puis ensuite ils vont faire plus, ils vont monter, ils vont chercher le cadre. Jusqu'au moment où l'enseignant, alors il vaut mieux que l'enseignant le voie dès quand il commence à gratter, va dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, c'est gagné, elle m'a vu, elle m'a reconnu. Moi, j'avais un petit, quand j'étais institutrice en maternelle, j'avais un petit de 3 ans, parce que j'avais les tout petits. Tous les matins, il arrivait, il se plantait devant moi, il disait « Oh maîtresse, mais je suis là, mon cadeau. » Il venait, il se présentait, voilà, tu as vu, je suis là. Bon, lui, il le disait, donc c'était rigolo. Donc, ah oui, ben oui, tu es là, oh, comme je suis contente, tu es arrivé, tu as bien dormi, voilà. Mais certains ne le disent pas. Et ils vont chercher le regard, ils vont chercher l'attention. Il vaut mieux qu'ils le trouvent. Ça va? Vite. Parce que dans ce jeu de chercher le cadre, ils seront meilleurs que vous. Hein. Ça va? Donc, des réponses adéquates aux besoins d'attachement, encore une fois, c'est pas seulement quand ils pleurent, hein, quand ils ont mal, quand ils ont peur, c'est qu'ils ont envie d'un regard, ils ont envie qu'on les félicite, ils ont envie qu'on rie avec eux, qu'on les admire, qu'on leur parle, qu'on joue avec eux, Une continuité de leur présence. Il faut que les figures d'attachement soient présentes en continu, pas tout le temps, mais souvent. Une cohérence et une prévisibilité des réactions, je l'ai dit. Des séparations nécessaires. Pourquoi? Parce que sinon, c'est plus de l'attachement, c'est de la fusion. Et la fusion, développementation, c'est pas très bon. Fusionner avec quelqu'un, pour grandir, il faut se détacher, point. Alors, pour grandir, il faut s'attacher, petit 1, mais aussi se détacher, petit 2. C'est compliqué, la vie d'enfant. Mais pas se détacher pour toujours, se détacher provisoirement. Ça aussi, c'est intéressant pour vous, futurs enseignants. Il y a certains enfants qui vont refuser de commencer quoi que ce soit tant que vous n'avez pas été à côté d'eux. Alors, ils vont faire plusieurs comportements. Je suis en CM2 là. Certains vont faire comme ça. Vous allez leur donner une feuille. Ils ne vont même pas la regarder. Ils vont chronométrer mentalement dans leur tête jusqu'à quel moment c'est acceptable de l'appeler. Donc, ils vont faire autre chose et tout, mais sagement. Et puis, à un moment, ils vont faire comme ça. Maîtresse, maître, j'ai rien compris. On est en CM2. Hein. Que fait l'enseignant et l'enseignante à ce moment-là? Je le refais. Maîtresse, j'ai rien compris. Au cœur de pierre, vous faites quoi là? Vous accourez. Voilà, elle l'a bien fait. Je ventre à terre même. Tout le monde y va, mais sinon, bien sûr, tout le monde y va. Et puis vous avez l'autre, la fille, je fais exprès, la fille qui dit, vous donnez une feuille et elle dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça, c'est pour les bouffons, hein. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous accourez moins. Excusez-moi, j'ai beaucoup enseigné dans les quartiers nord de Marseille, j'ai perdu mon accent, mais quand je reviens avec mes élèves, je reprends l'accent de mes élèves. Alors je le refais avec l'accent d'ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est pour les bouffons? Ça fait moins effet, mais ça fait rien. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous? C'est que quand moi je le dis, ce que fait cette fille et ce que fait l'autre en faisant, c'est pareil. C'est j'ai peur. C'est le même comportement. Dans un cas, il est policé et dans l'autre cas, il l'est moins.
rappelez-vous que c'est la même chose. Et quand la fille fait ça, si vous lui dites « Oh là là, moi je fais la même réponse aux deux », tu as peur, hein? Tu as peur de quelque chose. Alors, explique-moi. Vous savez, cette agressivité qui est en fait le signe d'une angoisse, d'une inquiétude. Je dis, pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Explique-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Le premier, il ne peut même pas vous le dire, parce que comme il n'a rien regardé, il ne va pas le dire. Et la deuxième non plus, parce qu'elle n'a même pas regardé. Je dis, écoute, avant d'avoir peur, c'est ce qu'on va faire. Tu regardes ta feuille 3 minutes, toi tu regardes ta feuille 3 minutes. Si au bout de 3 minutes, tu es toujours dans le même état, je reviendrai. Vous avez fait quelque chose, vous avez vu cet enfant, et donc vous allez voir que le plus souvent, ils vont se mettre au boulot. J'ai dit le plus souvent. Je vous parlerai de la suite quand le plus souvent n'est pas souvent et que ça ne vient pas. Mais ça, ce sera quand vous serez en formation continue que je vous retrouverai. Alors, des séparations nécessaires mais limitées dans la durée en fonction de l'âge de l'enfant. Là, je sais que dans la salle, il y a des mamans et donc je ne veux pas dire la bonne durée, mais juste dire ça. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, quand un enfant est hospitalisé, les parents restent à l'hôpital avant. Mais il ne faut pas que je dise ça, parce qu'il y a des parents dans la salle, je le sais, elles m'ont parlé, donc je ne dis rien. En tout cas, si vous vous séparez, c'est nécessaire. Il faut que l'enfant expérimente la séparation, sinon on est trop collé et trop dans la fusion. Évitons de les laisser 3 mois chez leur grand-mère. Voilà, 3 mois, c'est trop long, ça va, personne ne le fait, donc je suis sereine. Il y a des temps chez le bébé, pour qu'il puisse gérer l'absence, eh bien, il faut pouvoir... que ça ne soit pas trop long. Je vous raconte juste ça. Je gardais un bébé de 18 mois pendant une semaine, pendant l'été. Et tous les jours, maman, cette imbécile, appelait avec WhatsApp et donc l'écran. La petite, toute la journée, ça se passait bien. Quand la mère appelait, elle était contente de voir sa mère, bien sûr, n'exagérons rien. Quand la mère apparaissait à l'écran, elle était un peu contente. Ça s'est passé le jeudi-vendredi. Un peu contente, et après, elle tapait l'écran. Elle lui frappait sur la figure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle disait là? Maman, c'est trop long. Viens me chercher. Ça va? Voilà. Donc, 18 mois, pas trop long. 2 ans, pas trop long. Après, il y a des enfants qui partent en colonie pendant 3 mois, pendant 3 semaines, hein, à 3 ans. Donc, mais voilà, il ne faut pas trop long. Et puis, des transitions préparées. Des transitions préparées dans le passage d'une figure d'attachement à l'autre, de la mère à la nounou, de la mère à l'enseignante, de l'enseignante à la tsem, de la tsem à l'enseignante. En tout cas, c'est important d'expliquer à l'enfant combien cette personne qui est là va pouvoir répondre à ses besoins. Tu verras ta maîtresse ou ton maître, elle est gentille. Tu verras, c'est ça qu'ils disent les parents, tu verras, elle va s'occuper de toi, tu verras, il n'y aura que toi pour au monde. Bon. Mais en tout cas, préparer les passages d'un lieu à un autre. Quand on laisse un enfant, lui expliquer que c'est cette dame, ce monsieur qui va s'occuper de lui et qui répondra à ses besoins. Tout petit, hein. Tout ceci est nécessaire pour que l'enfant constitue des figures d'attachement dans lesquelles il peut avoir confiance et avec lesquelles il se sent en sécurité. Et je le redis, ça n'est pas nécessairement les parents. On peut avoir très confiance en son enseignante. Très confiance. Je voulais vous raconter quelque chose. Mais c'est bon. Parfois, je le raconte parce que j'en ai trop dit. Parfois même trop, pour les parents. Parfois, les enfants vont beaucoup s'attacher à vous, et pour les parents d'enfants jeunes, ça ne va pas être si facile que ça. Alors, je vous raconte parce que j'ai fait psycho quand même, ça m'a servi dans mon métier. Un jour, une mère vient me voir et elle me dit « Malik, il vous déteste. Prends-toi ça à 8h30. » Et là, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? Et je réponds, quand même, pourquoi elle me dit ça? Et je lui réponds, mais c'est très bien. Moi, il n'a pas à m'aimer, il vous adore, il vous aime. Moi, à l'école, il n'a pas à m'aimer. Ce qui est bien, c'est qu'il soit bien dans la classe, je le vois, il est très bien, il apprend très bien. C'est un garçon très sérieux, très joueur, très amusant. Il est vraiment parfait. Donc, ça n'est pas grave s'il me déteste. Et là, elle pleure, elle se met à... Elle dit, non, c'est pas vrai, mais toujours, il dit, Sylvie, elle a dit ça, Sylvie, elle a fait ça, j'en peux plus. C'est rigolo quand même. Ou bien elle me dit, oui, je lui fais chanter une chanson, et il dit, non, Sylvie, elle dit pas comme ça. C'est Nunus avec son violon. C'est pas ça, c'est Gugus. Ben oui, je dis ça. Ben lui, il dit Nunus, et Sylvie, elle a dit Nunus, et il veut pas me croire. Vous voyez, cette espèce de tension, là, d'attachement de l'enfant. Mais c'est pas du tout le même attachement, soyons clairs. Il y a un attachement à sa maîtresse et un attachement à sa mère, et c'est pas le même. Mais ça vaut le coup de le leur dire et de leur rappeler. C'est pas du tout le même.
Et ça, vous allez le vérifier toujours. Vous allez vous occuper d'un enfant, il passe son temps avec vous tout le temps, tant que tout va bien. Un jour, il y a un truc qui se passe. Hein, c'est les vacances, c'est vos neveux. Vous en occupez sans arrêt. Ils sont tout le temps avec vous, tout le temps. Un jour, un truc se passe, ils se font très mal. Où ils vont? Direct, chez les parents. Or, ils passent toute leur journée avec vous. Donc, ce n'est pas le même attachement, celui de l'enseignant et celui des parents, mais ce sont deux liens d'attachement forts et importants. Ça va? C'était mon côté Lucchini, là. Allez, ça, je l'ai dit. L'attachement, bien loin d'interférer avec l'exploration, la stimule. Vous avez vu ce qu'elle dit. C'est parce qu'on est sécure, parce qu'on peut compter sur les adultes qu'on va explorer le monde. Faites la conclusion inverse. Si on est insécure, alors on n'explore pas le monde. Je vais encore vous raconter ma vie. Quand j'étais instite en maternelle, toujours la même école, un élève arrive dans ma classe en petite section, croyez-le ou pas. Personne n'a jamais réussi à lui faire enlever ni son manteau, ni son sac et quitter le banc. 1 an. Personne. Dès lors que vous essayez de lui enlever le sac, le manteau et le faire sortir... Ah si, il acceptait d'aller dans la cour de récréation, avec son manteau, avec son sac. Il avait le sentiment que là, c'était bon, ça, on allait s'en aller. Personne. Eh bien, on va quand même en conclure qu'il a un brin insécure. Il était en salle d'attente. Il attendait que sa figure revienne, et sa figure ne revenait pas qu'après 3 heures. Et pendant 3 heures, il était inquiet. Ça va ? Quand il est arrivé dans ma classe en moyenne section, il avait son manteau, il avait son sac, il s'assoit sur le banc. Que croyez-vous que je fis? Je me proche de lui et je lui dis, Nadir, tu vois, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas enlever ton sac, tu vas enlever ton manteau et tu vas venir à la table. Sinon, ça ira mal. J'étais sûre et certaine qu'il allait le faire. Évidemment, si vous n'y croyez pas vous-même, ça ne va pas le faire. Donc il m'a regardé, il a enlevé son sac. Non, il a fait mine de vouloir enlever son sac, pardon. Il a fait comme ça, il n'y arrivait pas. Je m'approche pour l'aider, il me dit « Touche pas à mon tac ». Tu progresses. Touche, touche. Il enlève son sac, il enlève son manteau, il vient s'asseoir. En fait, quoi? Pourquoi c'est pas de la magie? Un cadre. Jusque-là, c'est lui qui fusquait le cadre. Là, il comprend que le cadre, c'est pas lui qui va le mettre. Alors évidemment, s'il l'avait pas fait, j'aurais fait quoi? J'en sais rien, ça s'est pas produit. Essayez. Mais j'étais sûre qu'il le ferait. C'est-à-dire que j'avais et l'enfant sent ça, que j'étais convaincue qu'il le ferait. On en serait peut-être arrivé aux mains, j'aurais touché son sac. C'est une blague. Donc, cette base de sécurité, c'est moi là, qui lui dit, maintenant, je suis là, d'accord, pour toi, alors tu poses tes affaires et tu viens explorer le monde, je suis là, je te vois. Ça protège des dangers de l'exploration. La confiance dans la disponibilité de la figure d'attachement constitue donc un tremplin pour affronter les défis, les challenges. Et bien sûr, ça vous avez dû l'entendre 1000 fois, c'est en explorant le monde qu'on se développe. Ça n'est pas en regardant la télévision et ça n'est pas en restant dans son lit toute la journée. C'est parce qu'on va partir en quête de la découverte du monde qu'on va se développer cognitivement et affectivement. Savoir ce qu'on peut faire seul et savoir aussi quand on a besoin d'aide. Donc, cette figure d'attachement, elle maintient la proximité, c'est une base de sécurité et c'est aussi un havre de sécurité. Vous vous rappelez, dans sa vidéo, Nicole Guedenet disait « Regardez ces 2 images. Dans un cas, c'est vraiment le havre de sécurité. C'est le maintien de la proximité avec ce bébé qui est dans les bras de sa mère et qui est là pour le confort affectif. Et dans l'autre cas, quand il s'accroche, c'est pour retrouver de la rassurance. Voilà pourquoi, garçons et filles qui m'écoutez, vous allez sûrement entendre, et à juste titre, qu'il faut faire attention au comportement qu'on a avec les jeunes enfants. On va vous répéter qu'il ne faut pas rester seul avec un enfant dans les classes, attention, etc. Mais ça reste compliqué quand un enfant pleure très fort, eh bien, il va avoir besoin des bras. Trouvez le moyen de donner les bras. Les bras, le confort, le corps. À certains moments, les mots, ça ne va pas suffire. Il va falloir montrer des signes de rassurance. Alors, vous n'êtes pas obligé de les prendre dans les bras et de les couvrir de baisers, on est d'accord, mais vous pouvez leur faire comme les Amerlocs, là.
hug. D'accord ? Vous pouvez les caresser, leur caresser la joue, etc. Parce que je ne dis pas qu'il faut toucher les enfants, vous avez compris, mais certaines fois, le corps va devoir passer à l'action pour les rassurer, les petits. Vous l'avez d'ailleurs vu dans la vidéo que Roland Guagou vous a montré, la maîtresse a sans arrêt un enfant dans les bras. Sans arrêt. Eh bien oui, parce qu'à certains moments, pour rassurer, il va falloir un peu que la rassurance du bébé, quoi. Donc là, vous voyez le schéma que proposait... J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Non ? Non, j'entends des bruités. Donc, base de sécurité, vous voyez qu'elle sert à la fois à l'exploration, en haut, j'ai besoin que tu soutiennes mon exploration, que tu me surveilles et que tu m'aides, que tu m'accueilles quand je reviens vers toi, ça c'est le versant base de sécurité, mais aussi havre de sécurité, c'est tu me protèges, tu me réconfortes, tu organises mes sentiments. Organiser les sentiments, c'est les interpréter. Interpréter les sentiments de l'enfant. Ouh, tu pleures bien fort là. Je ne crois pas que tu sois triste en fait, hein. Je pense que tu es un peu en colère. Trouvons contre qui tu es en colère. Contre toi, contre moi, contre la terre entière. Voyons un peu. Ils savent pas parler, hein. Mais le seul fait de mettre en mots comme ça va apaiser. Ça va ? Je vais vous les raconter encore un truc, mais ça suffit. Allez, regardez-les. Regardez-les, ces mères. Au début, elles sont là, elles protègent, elles sont tout près. Et puis un peu moins près. Et puis, plus du tout. Mais elles sont quelque part. Et les enfants le savent. Et ces enfants savent que, je dis les mères, c'est pas bien, les parents. Hein, ils savent que dès qu'ils vont se tourner, il y aura quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Je me rappelle un jour quand j'étais dans ma classe de maternelle, je travaillais avec un petit groupe d'élèves, mais ça parlait pas, je ne sais pas pourquoi. J'étais en grande section, hein. Je ne sais pas ce qui se passait pendant le truc, ils devaient faire quelque chose de silencieux, et j'étais avec eux, et je les regardais. Et donc, il n'y avait aucun bruit. Et à un moment, j'entends ma Louisette, là, qui hurle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Louisette ? Je t'avais perdu. J'étais juste là, hein. Mais elle ne m'entendait plus. Et elle se met à pleurer. 5 ans, hein. Alors, être un parent, être un enseignant, c'est donc soutenir l'exploration. Soutenir l'exploration, je vais vous faire réécouter ma collègue psychologue. Et le caregiving, c'est répondre à ces besoins d'attachement et d'exploration par le partage émotionnel, la consolation, le soutien, mais aussi en fournissant des solutions aux problèmes au bébé et en aidant l'enfant, lorsqu'il est plus grand, à trouver ces solutions aux problèmes. Vous voyez, la théorie de l'attachement n'est pas une théorie trop soft. C'est une théorie très dynamique et très stimulante. Le parent peut le faire de manière prévisible et cohérente, de manière adéquate, on va le décrire plus en détail. Et s'il s'est trompé, ce qui arrive quand même dans 50% des cas, dans n'importe quelle interaction de parent normale avec son bébé, peut corriger. Oh, je me suis trompé, c'était pas ça qu'il fallait faire. Et il peut le faire, ce qui est capital pour nous tous, même sous conditions de stress. Pensez comment vous êtes dans votre tâche de caregiving, le week-end du dimanche à 11h tranquille, le vendredi soir, jour de grève, en étant rentré de votre journée de travail de 12h. Normalement là, il y a quelques sourires et rires, car tout le monde se voit en train de faire pas tout à fait le même caregiving. Que fait le parent dans ce caregiving ? C'est cette sensibilité à l'attachement et à l'exploration, c'est la capacité du parent à percevoir et à interpréter les signaux du bébé non verbaux, ceux-là c'est les plus difficiles, et verbaux. Combien de parents disent quand il parle ça va mieux, je comprends mieux ce qu'il dit. Le problème c'est qu'avant qu'il parle, il faut quand même attendre 2 ans et demi, 3 ans pour que ce soit un vrai langage qui communique sur les émotions. Qu'est-ce qu'on fait pendant les 3 premières années ? Non seulement de percevoir et interpréter de manière adéquate, mais y répondre rapidement, et je répète adéquatement, ça fait vraiment important. Accepter les besoins d'attachement. Ça n'est déjà pas une chose si simple. Tous les parents n'acceptent pas l'idée que leur enfant puisse pleurer ou être triste. Une réponse sensible à la détresse, on va y revenir, et en même temps soutenir tout ce qui est l'exploration. Promouvoir la coopération, essayer d'aider l'enfant à développer des solutions aux problèmes de manière indépendante,
avec nous, mais pas nous à sa place, et pas lui tout seul. L'aider à réguler les émotions, l'aider sans intrusion et respecter son timing. Je vous dis pas comme c'est plus difficile. Et si on remplaçait parents par enseignants, on trouverait strictement cette même liste. L'aider sans intrusion, ne pas faire à sa place, etc. J'y reviendrai. Donc soutenir l'exploration, eh bien, réponse aux besoins d'attachement et d'exploration, et tout ça, c'est ce qu'elle vient de dire, donc je passe. Je passe ça parce que ça m'amènerait, je vois le temps qui passe. Que fait le parent dans ce caregiving? C'est ce qu'elle dit. Et je vous dis, lisez cette liste en vous disant, ben voilà, je suis enseignant en maternelle, j'ai des enfants de 3 ans. Eh bien, qu'est-ce que vous changeriez à cette liste? Vous diriez, oh ben non, quand même, à 3 ans, ils parlent. Pas tous. Pas tous et pas tous le français. Donc finalement, il va falloir aussi donner des interprétations aux signaux non-verbaux de certains enfants. Être sensible aux besoins d'attachement et aux besoins d'exploration, c'est exactement ce dont on parle depuis le début. Comprendre que tous les enfants que vous allez accueillir en classe, ils auront besoin de vous comme base de sécurité. C'est compliqué d'être la base de sécurité de 28, mais c'est pourtant votre mission. Et besoin d'exploration. Oui, ils vont avoir besoin d'exploration. Viviane Bouys, qui était inspectrice générale et qui s'est beaucoup intéressée à la maternelle, disait toujours « Les enfants de 3 ans sont des déménageurs ». Alors, besoin d'exploration, on n'imagine pas une classe de maternelle avec des tables partout, avec des activités assises. Hein, on ne l'imagine plus. Si cette question vous intéresse, allez voir dans les ressources maternelles l'aménagement de la classe de petite section. C'est vraiment intéressant. Il n'y a pas une table pour chacun. Il y a une table pour quelque chose, une seule. Et puis, on a la possibilité de faire circuler les porteurs, les camions, les vélos. Hein, l'environnement joue beaucoup dans l'exploration. Si l'environnement est totalement contraint, eh bien, on n'explore pas grand-chose. Imaginez qu'on mette un bébé dans cette salle. Qu'est-ce qu'il irait explorer à part vos lacets de chaussures? Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Ils peuvent juste, ça va? Donc, soutenir l'exploration, c'est enrichir l'environnement de l'enfant. Et c'est bien raisonner le cadre dans lequel il vit. Répondre rapidement et adéquatement. Ben oui, ça c'est vrai, il faudrait. Mais répondre rapidement, ça, en maternelle, ça va être un peu compliqué. On ne peut pas être rapide, toujours, parce qu'on a d'autres choses à faire. Quand ils sont 12 à pleurer, le premier jour de l'école, ben on va répondre comme on peut, d'accord? Enfin, on va essayer. On accepte les besoins d'attachement, les pleurs et la tristesse. C'est compliqué, ça, hein? Je me rappelle, hein, la grande section qui arrive en pleurant, je dis, oh là là, tu pleures encore, toi? C'est nul. C'est nul de dire ça à un enfant. Pourtant, je l'ai dit. Oh, mais tu es grand maintenant. Ben oui, mais tu es grand, mais tu pleures toujours. Donc, accepter les besoins, donner une réponse sensible. Donc, pas ce que j'ai dit. Pas, mais oh, tu pleures encore, tu es grand. Ce n'est pas ça qu'il attend. C'est, j'ai vu, tu pleurais, tu es triste, allez, ça va bien se passer. C'est pas la même chose quand même. Hein. Et en même temps, on soutient l'exploration. Pas jusqu'au bout, hein. Non, non, truc muche. Non, non, tu montes pas sur la table pour monter sur l'armoire pour sauter comme Batman. Non, arrête-toi là. Hein, c'est ça, soutenir l'exploration dans les limites du raisonnable. De promouvoir la coopération avec soi-même, avec l'enseignant et avec les autres. Et ça, vous verrez comment les enfants tout petits ne savent pas jouer ensemble. Vous l'avez vu, hein, chez les 2 petits qui jouent à la boue, là, et aux pierres. Oh, mais je vous l'avais dit ça. Vous avez vu à quel moment vient la dispute? Tant qu'ils ont chacun leur pierre et chacun leur truc, ça ne pleure pas. À quel moment ils se disputent? Quand il y a un qui prend la bouteille. Et combien y a-t-il de bouteilles? 1. Vous ne voulez pas qu'ils se disputent? Même matériel, même couleur. N'oubliez pas, sinon ils vont se battre avec la couleur. Et là, ça évite, ça permet les interactions. Et qu'est-ce que fait un bébé quand on lui a piqué sa bouteille? Il mord. Pour que l'autre lâche. Rappelez-vous ça. Ils mordent un peu quand même à l'école maternelle. Hein. Ils mordent pour qu'ils lâchent. C'est pas méchant. Hein. Il ne faut pas dire à l'enfant « Oh, que tu es méchant, tu lui as fait mal ». Non, il n'est pas méchant. Il fait comme tout le monde. Quand on veut que quelqu'un lâche, on mord. Non, comment vous faites? Enfin, vous ne mordez pas fort, mais
pour faire lâcher, c'est un réflexe, on mord. Donc il n'est pas méchant, il est juste stratégique. Par contre, il faut lui expliquer que quand on mord, parce qu'eux, ils ne sont pas mordus, hein, ils ont ce réflexe de mordre, mais on ne les a jamais mordus. Encore que, il y a certains parents, quand ils font le bain, là, il les mordit, là, ah, je te mords, je te dévore et tout. Bon, ça leur fait pas mal. Mais là, ils ont compris que s'ils mettaient les dents, l'autre, il lâchait la bouteille. C'est quand même super stratégique. L'autre, il pleure, mais on s'en fiche, on voulait la bouteille. Alors là, il va falloir lui expliquer que c'est bien. Tu as obtenu ce que tu voulais. Mais il y a d'autres manières de faire, et je vais te dire un truc. Quand tu fais ça, ça fait super mal. S'il pleure, c'est pas parce qu'il a perdu la bouteille, c'est parce que tu as fait ça lui a fait mal. Et ne faites pas, je vais te montrer. Hein. D'accord ? Parce que ça, donner l'exemple, ça se fait pas. Ça fait mal quand on fait ça avec ses dents. Regarde, viens, on va le faire à la poupée. Regarde, regarde. Prends la poupée, viens. Prends mon dentier. Regarde, je la mords. Regarde ce qu'elle fait, la poupée. Tu vois, elle a eu mal. Ça marche ? Mais il faut expliquer ça, hein. Je vous ai fait peur, ouais. C'est comme ça la maternelle, il faut vous habituer. Hein. Faut vous habituer. Ok. Donc ça va l'aider à développer des solutions. Ah ouais. Ça, vous allez voir. Oh, c'est dommage, c'est filmé, parce que sinon je l'aurais dit. Bon, je le dis quand même. L'aider à développer des solutions aux problèmes de manière indépendante. Ah non, je vais prendre ma mère comme exemple. Ça va, j'ai failli prendre un autre. Ça, pour certains enseignants, et pour certains grands-parents, et pour certains parents, c'est pas bien. Il faut que ce soit vite fait. Il ne faut pas laisser le temps à l'enfant. Dès qu'il n'y arrive pas, ils mettent les mains. Vous avez remarqué ça chez vos grands-parents ? Ils n'aiment pas. On pose une question à l'enfant, bing, ça répond. Ça, chez les nouveaux parents, c'est magnifique, ça. Vous dites à l'enfant, alors c'est bien le théâtre ? Ah oui, il adore. Bah oui, bah... Ça. Ah non, et c'est où, au fait, que tu fais ? Ah, bah tu sais, c'est... Non, mais laisse. Voilà, faire à la place, de peur que l'enfant réponde mal. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Et dans les classes aussi, parfois, ils vont se tromper. Ben, c'est bien. Parce que si les enfants ne se trompent jamais, ils n'apprennent rien. Hein. Vous êtes d'accord ? Si toutes les tâches que vous leur donnez, ils savent les résoudre les doigts dans le nez, c'est qu'ils n'ont rien appris. Hein. Et apprendre, c'est quand même se casser un peu la tête pour faire autre chose que ce qu'on savait avant d'arriver. Hein. Et si on fait toujours tout à leur place, et si on répond trop vite et trop tôt, ils n'apprendront pas. Voilà pourquoi on préconise de l'aider à développer des solutions aux problèmes de manière indépendante. Mais attention, rappelez-vous du cours que j'ai donné la dernière fois, pas 6 mois. Hein. Vous vous rappelez l'autre avec ces bouteilles-là, qui reniflait. Pas 6 mois seul, hein. Un temps seul. Et puis une petite aide après. L'aider à réguler ses émotions. J'ai donné mon exemple de morsure. L'aider à réguler ses émotions, c'est lui essayer de mettre des mots sur ce qu'il ressent. On va y revenir. L'aider sans intrusion, je viens d'en parler, hein, d'être toujours là à sa place. Et respecter son timing. Et là, mes pauvres, ça, respecter son timing, c'est super bien dans les familles. Hein. Il a sommeil à 10h, on le couche à 10h du matin. Il a faim à 9h30, on lui donne un petit gâteau à 9h30. Bon, à l'école, il va falloir qu'il oublie qu'on respecte son timing. Hein. Oui, ils sont 25, on va respecter son timing. C'est malheureux, mais s'il a sommeil à 10h, c'est bien fait. C'est pour rien. Alors ça, je suis obligée de vous le faire écouter, parce que là, j'ai parlé que d'enfants qui étaient bien et qui étaient sécures. Et donc, on va écouter Nicole Guédonné qui décrit les enfants qui ne le sont pas. Ou plutôt les comportements. À 12 mois, les bébés ont un lien sécure. C'est cet équilibre, exploration, attachement, cette recherche d'aide quand ils n'y arrivent pas, cette autonomie. Ces relations, parce qu'a priori, si tout continue comme cela, est plutôt une source de bonnes prédictions de développement dans leur capacité d'autonomie cognitive, des relations sociales proches, d'empathie. Vous devez bien vous douter que ça a à voir avec tout ce que le bébé a appris dans ses relations. Mais parfois, l'environnement ne répond pas de manière adéquate, c'est-à-dire qu'il protège l'enfant. Il ne suscite pas de peur, mais il ne répond pas aux besoins de l'attachement. Et là, l'enfant, il faut qu'il s'adapte. Est-ce que vous sentez que lorsque l'attachement est activé, rappelez-vous, il ne peut pas l'éteindre a priori tout seul, il a besoin de l'environnement. Mais si celui-ci ne répond pas de manière adéquate, que fait l'enfant de 1 an ou de 6 mois? Il ne va pas dire, ça va pas du tout, t'as pas été écouter la conférence de Madame Guédonné, t'es complètement nul. Il va pas faire comme l'ado qui dit, non mais c'est pas vrai, je vais aller chercher quelqu'un d'autre.
Il va pas faire comme vous après 30 ans de thérapie en disant « Ah, mais maintenant je commence à comprendre pourquoi ma pauvre maman, elle faisait ça. » Ou « Mon petit papa, il faisait ça. » Non. Le bébé est totalement immature, totalement dépendant. Il va falloir trouver des stratégies et il va prendre sur lui, avec des moyens quand même très limités, parce qu'il est tout petit. Finalement, c'est lui qui va répondre à ses propres besoins, si l'environnement ne répond pas. Ou il va maximiser les chances que l'environnement réponde. Et par exemple, juste comme ça, quand l'environnement, chaque fois que le bébé pleure, dit, c'est assez culturel, hein, c'est pas pathologique. C'est des stratégies adaptatives pas inintéressantes du tout. Allez, t'es grand, tu vas pas pleurer. Et que l'enfant comprend que dès qu'il pleure, c'est plutôt allez, t'es grand. Et que lorsqu'il est gai et que tout va bien, c'est oh, t'es génial, mon petit bonhomme. Qu'est-ce que vous voulez, l'enfant, il est pragmatique. Lui, il lui faut de la proximité, il lui faut du lien. Il s'adapte. Les bébés, par exemple, peuvent développer des stratégies évitantes qui ont comme but je ne manifeste pas, je ne demande pas et je ne perçois pas en moi-même tout ce qui serait de l'ordre des émotions négatives. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je ne perçois pas, c'est de la défense, parce que le corps, si vous faites par exemple les indices de stress, c'est maximum. Le problème, c'est que c'est pas mal comme autonomie, mais c'est pas terrible pour la lecture des émotions intimes. Dans d'autres cas, l'environnement répond et plutôt très bien, mais c'est un peu imprévisible. Tantôt maman est disponible, ou tantôt papa, c'est comme vous voulez. Tantôt il l'est pas. Et le bébé, il dit mince, quand j'ai besoin, ça répond peut-être. Qu'est-ce que fait le bébé? Il met la sirène d'alarme en hauteur. C'est ces bébés qui maximisent les besoins d'attachement et qui obtiennent ainsi l'attention de leur figure d'attachement. Mais en même temps, quand la figure d'attachement répond, le bébé dit « Quand même, hein, t'es un petit peu vache de m'avoir pas répondu la dernière fois. Alors je te dis toute la colère que j'ai que tu m'aies pas répondu. » Et ces interactions que vous voyez souvent dans la vie de tous les jours, vous avez l'enfant qui hurle, la maman qui le prend, elle lui tape dessus, eh ben, tu veux pas dans mes bras, elle le pose, l'enfant hurle, etc. Et ça fait des spirales assez pénibles. Alors que le bébé sécure, vous avez un sentiment de vous dire « Qu'est-ce que j'aimerais bien être à la place de ce bébé ?» Bien. Donc vous vous rappelez, c'est en lien. Des réponses adaptées qui viennent... Alors attention, là encore, hein, c'est pas en une fois. Hein. C'est statistique. Et j'aime bien ce qu'elle dit. Hein. On ne répond pas de la même manière le vendredi soir après une journée de grève et 12 heures de transport que le dimanche matin. Hein. Donc c'est pas en une fois que ça se tisse l'attachement. C'est tout au long du développement du bébé. Et on peut avoir des comportements mal adaptés plusieurs fois. Ça ne va pas affecter l'attachement que l'enfant a. Y compris chez l'enseignant. Hein, quand j'ai dit à cet enfant de 5 ans, mais qu'est-ce que t'as à pleurer encore, là, tu es grand. Ben voilà, au bout de 5 minutes, je dis, oh, je suis désolée, tu es malheureux, ça va, on y revient sur ça, on a les mots pour le dire, on peut s'excuser, elle le dit d'ailleurs. Donc, ça c'est bon, ça c'est ce qu'elle vient de dire, hein. Donc je vous l'ai écrit, si vous n'aviez pas envie de regarder la vidéo. Et donc ça c'est la synthèse de ce qu'elle dit, hein. Les enfants qu'on appelle insécures, ils peuvent être soit évitants, ce sont les premiers, ceux à qui on répond pas beaucoup quand ils pleurent, mais beaucoup quand ils sont joyeux. Et puis l'autre, c'est ça, ce qu'on appelle les ambivalents résistants. J'ai horreur de ces catégorisations. J'ai horreur de ça. Ce qu'on peut juste garder en tête, c'est qu'il y a certains enfants qui appelleront moins l'enseignant parce qu'ils ont l'habitude de peu appeler et on ne doit pas les perdre de vue sous prétexte qu'ils n'appellent pas. Et je me souviens que le premier jour, quand Roland Guagou a fait sa conférence, quand il disait « Quels sont les enfants qui vous inquiéteraient ?» Certains d'entre vous ont dit « les enfants inhibés ». Ben, vous avez raison. C'est un peu ceux-là, c'est-à-dire qu'ils sont sages. Ils n'appellent pas. Et bien ceux-là, il ne faut pas non plus les perdre de vue. Après, les autres, ça va, on les entend parce qu'ils maximisent les signaux, donc ceux-là, on les voit. Donc on va garder en tête que certains sont sécures, arrivés à l'école maternelle, et d'autres plus insécures. Ça va ? Et on a une synthèse ici. Et on va voir, mais c'est vraiment une synthèse de ce que disent, c'est autre chose. En psychologie cognitive, on observe d'autres aspects. Mais le premier est strictement le même que celui que dit Guedenet, qui est psychiatre. On voit comment, chez les parents, le fait d'être sensible, au sens de la sensiblerie, c'est d'être attentif et compréhensif des besoins des enfants. Ne pas se tromper de besoin. Bien interpréter le signal de l'enfant. Exemple,
Vous allez manger le soir chez des amis, il est 8h30 du soir et l'enfant de 2 ans est encore là. Il pleure. Vous en déduisez quoi? Il a sommeil. Eh bien là, allez, maman va le prendre et va lui faire des bonds jusqu'en haut, sauter, tourner, des chatouilles. Il va rire beaucoup. Vous voyez comment il fait là? Trop rire. Trop. S'exciter. Et à un moment, il va faire une énorme bêtise et on va le gronder. Je ne raconte pas la bêtise, mais il va faire une énorme bêtise, il va casser quelque chose et on va le gronder. Or, en fait, c'est qu'on a mal interprété son besoin, on a répondu totalement de travers et du coup, eh bien, tout est à l'envers. C'est la bêtise qu'il fait, c'est une réponse au fait qu'on n'a pas répondu à ses besoins et on va le gronder, alors qu'on n'en a que 2 qu'on a envie de gronder dans ces circonstances, c'est qui? Les parents. Et encore une fois, ne nous trompons pas, on peut mal interpréter 3, 4 fois, 10 fois, 20 fois les besoins, hein. On n'est pas non plus... Mais bon, avec ces 1000 jours, là, peut-être qu'on va mieux savoir faire. C'est une petite plaisanterie. Par exemple, ne pas acheter une poupée Barbie à un enfant de 18 mois. Pourquoi? Parce qu'il va la manger. Il va manger les cheveux, tout, il va tout arracher. Voilà. Qualité de l'étayage sur le versant de la nature, du guidage des expériences et de l'aide. Ça, c'est ce que disait aussi Guedné. Et puis surtout, proposer au bébé des tâches développementalement pertinentes, adaptées au niveau de l'enfant. Et là, je fais référence à mon premier cours où je montrais que on ne propose pas les mêmes jeux à 6 mois, à 9 mois, à 10 mois. Et là, vous regardez quels sont les jeux dans les familles. Quels jeux ont les enfants de 6 mois? Est-ce que c'est des jeux qu'on propose aussi aux enfants de 10 ans, etc. Donc, des comportements différenciateurs et donc des différences chez le tout jeune enfant sur le versant de la centration de l'attention sur l'activité, les savoir-faire et les stratégies, en fonction des jouets, des stimulations qu'il aura reçues dans sa famille, sur la manière dont il interagit avec les tâches, comment il est autonome ou pas. Si les parents ont toujours fait à sa place, il y a peu de risques qu'il soit autonome. Et donc, comment, lui, il est capable de jouer un peu tout seul. Alors, je vais vous raconter aussi, on est la première semaine de ma première rentrée d'enseignante, j'ai des tout petits dans un préfabriqué, j'arrête la phrase, dans un préfabriqué. Et donc, ma classe est installée avec des jeux. Vous en avez un qui rentre, il dit bonjour, il a 3 ans, il pleure pas. Il va prendre un petit puzzle, il se met sur la table, il renverse le puzzle, il fait le puzzle. Quand il a fini, il va le ranger. J'ai dit un. J'en ai un autre, une autre, elle arrive, elle dit bonjour à peine, elle va dans le coin poupée, elle démonte tout le coin poupée, elle va dans le coin garage, elle balance toutes les voitures, elle va dans les coins livres, elle enlève tous les livres. Voilà. Ça va? Pas pareil. Elles n'explorent pas l'environnement de la même manière. Ils sont tous les deux dans la même classe. Et vous avez le 3e, ou la 3e, qui ne veut pas quitter sa maman et qui s'accroche à elle comme... Et vous gérez. D'où des différences importantes à l'école maternelle. Alors là, je le redis, je l'ai dit en commençant, je continue à le dire, tout ne se joue pas avant 3 ans, le rôle crucial de l'entrée à l'école maternelle. Crucial. Parce que l'école maternelle, pour tous, maintenant qu'elle est obligatoire, c'est la séparation forcée. Mais la séparation, elle est nécessaire pour grandir. On ne grandit pas collé, on grandit décollé. Elle est indispensable pour permettre à l'enfant de découvrir le monde et les autres sans avoir le filtre de papa, maman, la bonne et moi, dans toute leur complexité et donc de grandir. Découvrir le monde et les autres dans toute leur complexité et donc de grandir. Pour grandir, il faut découvrir, il faut apprendre. Et cette scolarisation, elle joue un rôle essentiel dans cet apprentissage de l'acceptation de l'éloignement d'autrui et de l'acceptation de l'autre. Il va falloir accepter que maman s'éloigne, que papa s'éloigne, que maman va travailler, que maman ne va pas travailler, que papa ne va pas travailler, que papa va travailler. Que petit frère, lui, il est encore avec papa et maman à la maison et que moi, ils m'ont mis dans cet environnement atroce. Il va falloir progressivement l'accepter. Et la seule manière de l'accepter, c'est d'éprouver ce bonheur d'apprendre, de découvrir, de jouer, de pouvoir faire les foufous avec les autres, de faire des bêtises à l'école. Il n'y a que comme ça qu'on peut accepter de se séparer. C'est parce que l'environnement qu'on découvre, il est quand même passionnant, intéressant. Si l'environnement qu'on découvre, il est pire qu'à la maison, c'est sûr que ça ne va pas aider. Hein.
Ça va? Elle le joue aussi, ce rôle, l'école, par son organisation même, puisque l'entrée en classe fait de l'enfant un élève parmi d'autres, sans relation privilégiée avec l'enseignant, mais avec des relations avec lui. C'est ce que dit toujours Roland Guagou, je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais je vais le citer. Il dit il faut que dans chaque classe, il y ait une place de chouchou. Il vous l'a déjà fait? Eh ben voilà. Et l'école le joue aussi par ses finalités. Elle ne se préoccupe pas uniquement de l'enfant, mais elle s'occupe aussi de ses apprentissages. Et ça, je ne dis pas que les parents ne s'en préoccupent pas. Bien au contraire, bien sûr que les parents s'en préoccupent. Mais les enseignants vont y mettre plus de régularité, plus de systématicité, plus d'activité. En gros, l'école est centrée sur l'apprentissage toute la journée. Dans les familles, c'est un peu moins vrai. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'avais écrit, qu'observe-t-on chez les... Non, je n'avais pas écrit. Je fais exprès. Qu'observe-t-on chez les élèves? Et j'ai barré insécure. Parce que tout donne envie, quand on lit cette liste, de dire « Ah oui, mais ça, c'est les insécures. » C'est pas vrai. Ce qui est dessous, c'est vrai pour tous les enfants. Quand ils arrivent à l'école, alors pas tous, les enfants d'enseignants qui, depuis qu'ils ont 1 an, viennent quand il y a grève de la crèche, non, ça va. Mais les autres, ils sont en situation d'insécurité, ils sont dans un endroit inconnu, ils ne connaissent ni l'enseignant, ni la TSEM, ni les autres élèves. Mais ne connaissant pas l'enseignante, pas la TSEM, ils ne peuvent pas encore les utiliser comme base de sécurité. J'aurais dû rajouter les autres élèves, parce que j'ai vu des classes multiniveaux, tout petit, moyen, grand, une seule classe. Et j'ai vu comment certains tout petits utilisaient les grands comme base de sécurité. C'est merveilleux, ça. Bref, c'est pas comme ça dans toutes les classes, et c'est heureux d'ailleurs, j'y reviendrai si ça vous intéresse, mais il se trouve que là, ils ne peuvent pas utiliser l'enseignante LATSEM comme base de sécurité, ils l'ont jamais vue. Et donc évidemment que cette non-connaissance ne va pas les inciter à explorer. Certains, oui, ceux qui ont été à la crèche, ça sera plus simple. Mais pour d'autres, ils ne vont pas partir à l'exploration. Ils vont faire qu'une chose, c'est pleurer pour récupérer leur base de sécurité. Et donc, certains démontrent une forte dépendance à l'adulte, parce qu'ils vont se rassurer avec cette grande personne, mais d'autres vont développer une défiance. Rappelez-vous, toute pas montate. L'autre, l'adulte, ne les rassure pas. Ils ont besoin du leur, pas d'elle. Et c'est pour ça que j'ai barré insécure. Ça n'est pas anormal, c'est normal d'être en insécurité, de ne pas être rassuré par n'importe qui. Vous le savez ça. Il y a certains enfants, notamment des enfants qui ont des attachements insécures, ils vont se rassurer avec n'importe qui. Si un jour vous faites un stage, vous allez le repérer. D'ailleurs, vous allez faire un stage. Et ceux et celles qui vont aller en maternelle, vous allez repérer qu'il y a certains gamins, vous n'avez pas mis un pied dans la classe, ils ne vous ont jamais vu. Ils vont vous coller. Et ça va vous faire un plaisir fou. Vous allez penser que vous êtes tellement plus gentil que l'enseignant, ils ont repéré en vous la fibre de l'enseignement, que vous êtes parfaite, que c'est là que vous... Pas du tout, je ne veux pas vous faire de fausse joie. C'est un petit peu pas bien, ça. De se coller à n'importe qui qu'on n'a jamais vu, il faudra leur apprendre à ce que ça leur passe. Et je vais vous raconter cette petite joke. J'avais une nièce comme ça, qui collait à n'importe qui. Ça signe quand même un attachement insécure. Pour pouvoir se rassurer avec n'importe qui, c'est un signe, un attachement insécure. Et donc, bref, un jour qu'on la voit, je lui dis, tu sais, on va prendre le train toutes les deux, je ne veux pas que tu ailles dans le train, te coller à n'importe quel mémé, faire des bisous à n'importe qui que tu ne connais pas. D'accord? Tu restes avec moi, tu ne te colles pas à n'importe qui. Elle ne se colle pas à n'importe qui. On arrive chez ma mère, qui a 70 ans. Ma mère s'approche pour l'embrasser. Elle se recule, elle dit « Sylvie, elle m'a dit que je ne dois pas embrasser les mémés. » Autrement dit, je n'avais pas très bien expliqué le fait qu'on ne brasse pas les inconnus, on peut embrasser les connus. Mais il n'empêche que ça, on voit des enfants, et je voyais deux collègues là dans la salle qui faisaient comme ça leur a évoqué un souvenir. Ces enfants qui collent. Voilà. Ben eux, il va falloir leur apprendre à décoller. Mais pas trop vite et pas trop fort. Hein? Ça va. On va leur dire, la prof, elle a dit, dégage. Non, reste. Mais maintenant, la maîtresse, elle te parle, va un peu jouer avec tes camarades, arrête de toucher mes cheveux. Ok, et je redis ma phrase, ce n'est que quand
Ces expériences se prolongent durablement, qu'il y a de quoi s'alerter. Durablement, ça peut être une année scolaire, 2 années scolaires. Hein. Il y a certains qui pleurent jusqu'en 6e, hein, en disant « Je pleure pas, je m'ai mis le doigt dans l'œil. » Oui, oui. Bon, ça, je vais le passer vite. Hein. Le contraire chez les enfants sécures. Les enfants sécures, ils ont confiance en eux. Ils savent que la base de sécurité va revenir. Si ce n'est pas tout de suite, c'est dans 5 minutes. Ils vont explorer l'environnement scolaire. Ils vont être autonomes, ils jouent tout seuls. Et ils vont nouer des relations amicales parce qu'ils ont confiance en eux et en les autres. Évidemment, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Il va falloir aider tout le monde à avoir les mêmes chances. Ça, c'est bon, je l'ai déjà dit. Là, je trouve cette recherche très intéressante parce que c'est une des seules, elle est récente, qui s'intéresse à l'attachement en milieu scolaire. Donc, c'est la dépendance de l'enfant et la sensibilité de l'enseignant qui prédisent l'engagement des élèves qui ont des problèmes d'attachement. Autrement dit, aujourd'hui, on peut soutenir que l'enseignant a bien un rôle à jouer dans la régulation des problèmes d'attachement des enfants. Ça, je l'ai dit. Bien sûr, les enfants insécures, ça va de soi. On a montré que les uns sont sécures, explorent l'environnement et s'attachent aux autres. Ben, les autres, ils explorent moins, ils s'engagent moins dans les activités, ils ont plus de problèmes émotionnels et ils ont une augmentation des problèmes avec leurs camarades. C'est le pendant, hein. Attention. Beaucoup d'études prouvent le caractère transitoire des effets de l'expérience précoce, en prouvant qu'aucun environnement, si déficitaire soit-il, ne peut causer de dommages irréversibles au développement. Ça fait du bien. Que tous les enfants ne pâtissent pas d'un environnement précoce déprivé, c'est de l'américain privé de stimulation, et que de brèves périodes d'enrichissement dans la petite enfance peuvent produire des améliorations durables. Ça ne garantit rien, mais ça peut. Vous voyez pourquoi vous avez choisi ce merveilleux métier ? D'où le rôle crucial de l'école. La bonne nouvelle, ce sont ces travaux qui montrent que les modèles de l'enfant sont ouverts. Il n'y a pas une figure d'attachement, j'ai commencé mon cours comme ça. Et donc de nouvelles relations avec des adultes qui répondent aux besoins de l'enfant peuvent lui fournir des expériences d'attachement correctives, qui peuvent infirmer et modifier des modèles initialement sécures. Mais y compris chez le même parent. Y compris chez le même parent qui, à un moment, va changer de comportement parce qu'il se dit « Ouf, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci ». Les enfants développent un attachement interne différencié pour différentes relations, dans différents contextes, qui ont des effets uniques sur leur adaptation dans ce contexte. S'attacher à la puéricultrice, s'attacher à la tseb, s'attacher à la maîtresse, s'attacher à la grand-mère. Voilà. On s'attache dans des situations différentes. Et c'est une bonne nouvelle. Autrement dit, ces enfants qui arrivent insécures à l'école peuvent tout à fait devenir sécures à l'école si le cadre le permet. Sécures à l'école. Je n'ai pas dit que chez eux, ça allait révolutionner quelque chose. Mais à l'école, en tout cas, ils seront rassurés. C'est pas pour ça qu'ils le seront chez eux. Il n'y a pas les vases communicants. Et on peut avoir des enfants sécures chez eux et insécures à l'école. Hein. Ça va ? On peut avoir des enfants qui parlent comme des livres à la maison et qui ne vous disent pas un mot. Hein. Et les parents ne sont pas des menteurs. Petite parenthèse. Alors voilà, ce point est crucial. C'est que je ne voudrais pas que vous pensiez. Donc, vous voyez le rouge là, l'alarme. Je ne voudrais pas que vous pensiez que pour se développer et s'épanouir, il faut d'abord être sécure et attaché. On peut très bien apprendre et se développer, et que cet apprentissage et ce développement vont avoir, ce développement et cet épanouissement vont avoir un effet sur l'attachement et la sécurité. Donc c'est pas comme ça. C'est pas parce que Machinette elle est insécure qu'on ne peut rien pour elle à l'école. Surtout, ne pensez pas ça. Le développement et l'épanouissement peuvent avoir un effet sur les apprentissages. Et l'apprentissage et le développement peut avoir un effet sur le développement, l'épanouissement et la sécurité. Donc c'est pas comme ça, c'est pas linéaire. D'abord sois sécure, après tu me parleras. Pas du tout.
Viens apprendre une petite chanson avec moi, tu vas voir, ça va te rassurer. Parce que tous les matins, on va chanter la même chanson. C'est caricatural, mais ça vraiment, ne gardez pas en tête que tant qu'ils ne sont pas sécures et attachés, là, on ne pourra rien faire pour eux. C'est pas vrai du tout. C'est clair, ça? Faites comme ça. Ah, merci. J'ai une alliée dans la salle. Vous savez, c'est cette idée de prérequis. On ne peut pas faire tant que. Mais si on peut, on peut. Moi qui travaille dans l'éducation inclusive, il y a des gens qui pensent que tant que la femme n'a pas résolu ses problèmes psychologiques, alors on ne peut pas faire de l'école. C'est faux. L'école, ça va beaucoup aider à réguler les problèmes psychologiques, parce que mieux on sait parler, mieux on sait exprimer ses besoins, etc. Donc attention à ça. Il n'est pas bon mon schéma, parce que j'ai peur que dans 3 jours, là, vous disiez « Ah oui, d'accord, c'est comme ça ». Non, je vais la changer, la diapo. Ça ne me plaît pas. Bon. Vous vous rappelez ce film? Vous l'avez déjà vu. Mais en fait, je ne vais pas vous le montrer, je voudrais vous montrer Dylan. Alors, vous avez vu tous ces gamins qu'elle a dans les bras, elle, là? Ça grouille, hein? Bon, comme Dylan n'est pas là... Bon, Dylan pleure, vous le voyez? Pourquoi il pleure? Interprétons son besoin. Il a besoin de quelque chose, il appelle, hein? Pourquoi pleure-t-il? Vous avez vu le nounours, là? L'objet transitionnel de la famille à la maison, de la maison à la famille. On leur vole ou on leur laisse? On leur laisse toute la journée? Terrible ça. Non seulement on les fait se séparer avec leurs parents, mais en plus on les fait se séparer avec leur doudou. Vous ne le savez pas parce que vous n'étiez pas nés, mais quand j'ai commencé un stit, les doudous c'était interdit à l'école. On se sépare, point final. Maintenant, on les permet. Ça pose d'autres problèmes. Mais les jouets sont interdits à l'école. Mais le doudou est permis à l'école. Allez. Ah, petite section. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de doudou. Mais moi, je dis quand même que le premier jour de l'école, on peut peut-être accepter qu'ils les gardent un peu longtemps à la main, quoi. Et pas direct dans la boîte à doudou. On peut pas tuer les parents et tuer le doudou en même temps quand même. Il faut attendre un peu. Mais ça serait bien que quand je vous retrouverai en formation continue, on ait cette question sur les doudous. Et ceux qui n'ont pas de doudou, vous savez ce qui se passe? Ils en achètent, c'est trop mignon ça. Ouais. Il y a des familles qui n'ont pas de doudou. Il y a pas des cultures, des pays dans lesquels on n'a pas de doudou. Ils achètent des doudous, c'est trop chou. Pour aller au dortoir, c'est mignon. Donc eux, ils s'en fichent qu'on la mette dans la boîte, ils ne sont pas attachés au doudou. C'est pas la même fonction, hein. Le doudou acheté à 3 ans et le doudou objet transitionnel, mais ça sera un autre... Allez, il pleure, pourquoi il pleure? Si j'insiste autant, c'est parce que les réponses ne vont évidemment pas être les mêmes. Directement, on va se mettre à sa place, d'accord? Un enfant pleure, on se met à sa place. Il pleure parce que il a mal quelque part, il est fatigué, il s'est fait mal, quelqu'un lui a fait mal, il a sommeil, il a faim. Et là, quand on est à la maison, t'as mal, je te mets un petit pansement avec Mickey et Donald, tu es fatigué, va te coucher, tu t'es fait... c'est pareil. T'as mal quelque part, et où le ventre est ta. Il s'est fait mal, on soigne, quelqu'un lui a fait mal, on gronde le petit frère, la grande sœur, il a sommeil, on va le coucher, il a faim, on lui donne à manger. À l'école, ma pauvre! Et il a sommeil, tant pis pour lui. Il a faim, mais ça va, on ne peut pas lui donner à manger. Bon, il s'est fait mal, on le soigne. Quelqu'un lui a fait mal. Mais vous voyez pourquoi c'est compliqué la réponse aux besoins des enfants? Pourquoi il pleure encore? Il est triste. Bon, ça c'est plus facile. Ah, mais pourquoi il est triste? Parce que quelqu'un lui manque. Et ça, on ne peut pas lui rendre. Il n'est pas là. Parce qu'il sait qu'il va manger à la cantine. Ça, c'est le cauchemar. Mais je ne dois pas dire ça parce que je sais que dans l'amphithéâtre, il y a des gens qui ont des enfants en petite section et qui peut-être ils mangent à la cantine. Bon, il pleure aussi parce qu'il comprend, quand la maîtresse fait l'appel de la cantine, qu'il va y manger alors que sa maman, la grosse menteuse, lui avait promis qu'il n'y mangerait pas. Et là, alors qu'il avait la fleur au fusil, le sourire aux lèvres, il dit « Non, je ne mange pas à la cantine. Ma mère, elle m'a dit. » Vous faites quoi? Il est 9h. Il n'avait pas pleuré, il était arrivé, sourire aux lèvres et tout ça.
Et là, vous faites la peine, tu manges, Dylan. Non, ma mère, elle m'a dit, je mange pas. Alors, deux solutions. Soit vous faites le canard, d'accord. Comme ça, vous passez une bonne matinée. Et à midi, surprise, tu manges. Et des fois, on a vraiment envie. Hein. Soit vous lui dites, ta mère, c'est une menteuse. Pas comme ça. Parce que de toute façon, il va pleurer. Mais vous pouvez retarder le pleur. Alors, il va pleurer. Alors, vous dites, tu sais, ta maman, elle t'aime tellement. C'est une menteuse. Elle t'adore. Et donc, elle sait que quand tu manges à la cantine, ça te gâche ta matinée, tu pleures. Parce que vous, Mastic, vous avez envie de dire, t'aurais pu lui dire. Mais non. Ta maman t'aime tellement que pour éviter que tu sois malheureux à l'école toute la matinée, que tu profites de tous tes copains et de ta super maîtresse, elle a dit, tu manges pas. Mais en fait, elle sait aussi qu'à la cantine, c'est tellement bon ce que tu vas manger. Et tu sais, je vais manger avec toi aujourd'hui. Waouh, surprise. Et là, pleure ou pleure pas? Il pleure. Non, t'arrêtes maintenant. Tu manges. Parce que son père repart avec le petit frère. Ça, c'est horrible. Mettez-vous à leur place. Ah, on va faire des trucs trop bien à la maison. Reste là. Parce que X pleure et que c'est contagieux. Ça, c'est trop vrai. Il y en a, ils pleurent pas, et il y en a à côté. Et voilà, c'est fini. Donc dites à l'autre, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, tu le fais pleurer. C'est mieux, ça. Alors, j'ai dit peur. J'ai dit triste. J'ai dit triste. J'ai dit inquiet. Inquiet ou sécure. Parce qu'une matinée d'école, c'est atrocement long. D'où Nestor Perret, qui fait comme à la crèche. Premier jour, une demi-heure. Deuxième jour, 1 heure. Troisième jour, 1h30. C'est pas mal, ça. Hein, parce que c'est trop long, 3 heures à pleurer comme un fou. Enfin, pas comme un fou. Il est inquiet. Ça lui semble interminable. Et qu'est-ce qu'il peut croire s'il est insécure? Je vais rester là toute ma vie. Hein. En plus, il y a des petits lits et tout. Ils ont de l'eau, du pain, là. Oh là là. Parce que sa maman était... Il est inquiet pour sa maman, qui était inquiète et qui était triste en le laissant le matin. Ça, vous allez le voir tout le temps. Hein. Ces mamans qui ne peuvent pas se séparer, c'est trop dur. Et ses papas aussi. C'est horrible. Pour les parents. Hein. Parce que son objet le plus précieux au monde, j'en ai parlé, son doudou a disparu dans une boîte. Est-ce qu'on va le lui rendre? Il est aussi inquiet parce qu'il a peur. Il pleure parce qu'il a peur. J'ai dit triste, inquiet, peur. Il faut être bon hein, quand on est instit dans tous ces trucs-là. Il a peur de ce lieu où on l'a laissé, où tout est inconnu, j'en ai parlé, de ces dames qu'il ne connaît pas, de ces messieurs non plus, que ses parents ne reviennent jamais, que des autres enfants qu'il ne connaît pas, surtout il y en a qui ont l'air trop méchants, d'un enfant qui est vraiment bizarre. Et fin de l'affaire parce qu'il est en colère. Donc vous voyez qu'interpréter les signaux de détresse d'un enfant, c'est pas simple. Il est en colère parce qu'on l'a laissé là, et qui ne comprend rien quand on lui parle, alors que maman, elle comprend. Parce qu'il ne veut pas aller aux toilettes avec les autres et avoir des spectateurs alertes. Vous le savez qu'il y a tout un tas de gamins, tout un tas, j'exagère, je suis marseillaise, beaucoup d'enfants qui se retiennent toute la journée parce qu'ils ne supportent pas ces toilettes où on est vu. Vous le saviez, ça? Solution? Merci. Il y va tout seul. Parce qu'il ne sait pas jouer à ce jeu et qu'on ne lui apprend pas à jouer, il est en colère. Parce qu'il a été abandonné dans cette pièce avec ses jumeaux. Il est en colère parce qu'il doit partager. Il doit attendre son tour. Il n'a jamais attendu son tour. Il est seul au monde. D'ailleurs, la petite fille dont je m'occupe là, qui rentre en petite section, elle vient chez moi dimanche. Elle me fait des choses et elle dit « à ton tour ». Trop beau. Pas chacun son... Elle dit « à ton tour ». Parce qu'elle ne peut pas aller dehors. Lui veut aller dehors, il veut aller dans la cour. Ben non, t'y vas pas. Et pourquoi? Chez moi, quand j'ai dit je vais au jardin, je vais au jardin. Chez moi, quand je vais au salon, je vais au salon. Chez moi, quand je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. J'étais grand, j'étais autonome. Hein. J'allais aux toilettes quand j'avais envie, j'allais jouer dehors quand j'avais envie. Et là, on me dit non. On me fait régresser. Ça va, ça? Les gamins chez eux, ils sont pas confinés tous ensemble. Là. C'est dur, ça, pour un enfant, d'avoir des lois qu'on n'avait pas avant. Oui ou non? Faites pas les cœurs de pierre, là. Hein. Parce qu'on ne veut pas lui rendre son doudou et parce que sa dame, la dame lui raconte une histoire atroce. Évidemment, pour l'enseignant de maternelle, ça va être ce métier-là. Se bien comprendre que les pleurs peuvent être la manifestation de plusieurs émotions, sentiments ressentis,
et qu'il vaut mieux essayer de connaître la cause avant de donner une mauvaise réponse. Et là, on retrouve tout ce que j'ai dit depuis le début du cours, sensibilité aux appels des enfants. Et s'il est triste, je sais que vous avez dit ça la dernière fois, il faut que l'enseignant essaye de détourner l'enfant de son chagrin. Je sais que vous avez eu un débat autour de la boîte dans laquelle on jette papa qui ressort, inconsciemment l'enfant fait le lien avec sa détresse et tout, vous n'avez pas beaucoup cru, moi non plus. Mais cet album qui dit « Ah oui, ça y est, maman est là », ben là, je pense que ça commence à être un peu plus pertinent pour rassurer les enfants. Et changer leur attention, la concentration de leur attention. Allez, viens, on va faire du toboggan. Et dernière chose que je vais dire, parce que je vois l'heure qui tourne, préparer la rentrée avec les parents. Vous l'avez très bien vu dans le film. Je suis sûre qu'à certains moments, vous vous êtes dit « Oh là là, celle-là, elle abuse un peu. Hein. Elle en fait trop. » Je vais prendre le numéro de papa et maman et si tu pleures trop, je les appellerai. Ça, les enseignants chevronnés, ça les rend fous. Ouais, ben c'est ça, vas-y, tu vas voir, il va pleurer, tu vas être obligé d'appeler. Ça va? Alors, préparer la rentrée avec les parents. Leur demander d'expliquer à l'enfant ce qui va se passer à l'école pour qu'il puisse se projeter. Attention, bing, 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 parents dans la salle et futurs enseignants. Ne faites pas ça fin juin. Commencez pas à dire à un gamin, tu sais, tu vas aller à l'école tous les jours. Là-bas, tu vas être sage, tu vas voir la maîtresse qu'elle va faire. Ah ouais, ben tu verras la maîtresse si tu fais ça, qu'est-ce qu'elle va te faire. Ça va? N'utilisez pas l'enseignant, là je vous parle en tant que futur parent, hein, l'enseignant comme le dragon de service. Ne dites pas tous les jours, juillet, août, tu vas aller à l'école, on ne sera pas là. Ça peut attendre 3 jours avant la rentrée. Pas la peine de me faire monter l'angoisse de juillet à août, c'est le meilleur moyen pour qu'ils aient la peur d'y aller. C'est ça que je dis aux parents. Hein. Vous entendez, je fais ma réunion de parents au mois de juin précédent. Et puis vous allez établir avec lui un petit rituel de séparation, s'il vous plaît. Je fais 2 bisous sur le doigt, je fais 2 bisous sur le dos, je te serre la main, nanana. Et puis quand on a fait ça, ben je pars. Donc vous prévenez que vous allez partir. Vous demandez aux parents de ne pas revenir 15 fois lui faire un bisou pour vérifier qu'il pleure toujours et qu'il les aime tellement. Vous leur demandez d'essayer de cacher leur propre inquiétude et leur propre tristesse, de faire un peu les comédiens, y compris au téléphone la veille à la grand-mère. Demain, c'est la rentrée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer sans lui. Et puis la maîtresse, elle est trop jeune, elle a l'air vraiment trop cool. J'espère qu'elle les surveillera bien. Vous voyez l'angoisse qui monte chez l'enfant, là? J'espère qu'ils ne vont pas aller dans la cour avec les grands. Bing, s'ils vont dans la cour avec les grands, l'autre, il est terrorisé. Hein. Donc, voilà. Attention de ne pas exhiber. Les enfants entendent tout, donc profitons-en pour essayer de leur éviter ça. Expliquez à l'enfant qu'ils sont contents qu'il aille à l'école. Si je te mets là, c'est que je sais que tu y seras bien et que ta maîtresse et ton maître vont bien s'occuper de toi. Je suis heureux que tu ailles à l'école. Je suis fière. Et donc, essayez de jouer la connivence pour que l'enfant soit en confiance, même si on n'a pas tout à fait confiance. Même si on n'est pas très sûr que ça va bien se passer. Ben, il faut éviter de le montrer à l'enfant. Ne pas vérifier que leur enfant est toujours malheureux, oui, bon. Certains, je vous le dis, vous le verrez, certains enfants pleurent uniquement pour rassurer leurs parents. Et vous verrez qu'ils pleurent quand c'est maman qui les amène, ou l'inverse, que quand c'est papa qui amène, on pleure, et quand c'est maman qui amène, on pleure pas. C'est vraiment intéressant, ça. Donc, voilà. Et pourquoi pas leur expliquer ce qu'on va faire à l'école, ce qu'il va y apprendre, etc. Et là, je passe. Oui, non, 2 petites choses. J'avais le caregiving de l'enseignant. Vous avez vu, j'ai repris la même diapo que pour les parents. Il faut que l'enseignant soutienne l'exploration, et j'ai repris les cadres, les règles, les rituels, la prévisibilité, la cohérence. J'en ai déjà parlé. Un petit exemple, ça. L'affichage photo de ce qui va se passer dans la matinée. On repère, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est à faire. Mais on voit le temps qui avance visuellement, pas le temps, mais les retrouvailles. L'heure des mamans, c'est là. Regarde, il reste ça, il reste ça. Et attention que le matin,
et on enlève, et que l'après-midi. Parce que si vous commencez à détailler de 8h30, accueil, 8h32, toilette, 8h machin, jeu libre, nanana, ça fait des milliards de photos, visuellement ça va d'abord pas marcher comme rassurance. Juste comme ça, tac, un peu, ça va ? Et on enlève. Regarde, on s'approche, elle arrive maman, regarde, il arrive papa, hop, 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 il est là. Ah, tu manges à la cantine ? Tant pis. Ça, c'est pareil, je l'ai déjà dit. Voilà. Respectez le timing, hein, ça finissait comme ça. Respectez le timing. Ça ne respecte pas le timing. Tout le monde ensemble au même moment. Ah. Les enfants sont formidables, mais il faut qu'ils le soient quand même. Hein. Respectez le timing. S'ils ont sommeil à 10h, on ne peut pas. Film d'horreur en fait. Et j'adore ça. Voilà. Comme je ne vous verrai plus jamais, j'ai un petit cadeau à vous faire. Qu'on m'a fait moi quand j'ai commencé le métier d'enseignante en maternelle. Première rentrée, premier poste. On m'a offert ça. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est ces temps où l'enfant peut se cacher. Tout seul, là, avec ce qu'il veut. On ferme la tente, on est bien. Et il n'y a personne qui vous voit. On peut se mettre à deux. On peut lire des livres, on peut écouter une histoire tout seul. C'est lieu où on est indépendant. Et l'école, dès la petite section, il faut prévoir ça. Qu'ils aient un endroit où se réfugier. Ne pas être dans le collectif, ne pas être avec... Voilà, passer de ça, là... Je ne vous ai pas mis la cantine, hein, c'était pour vous protéger. Passer de ça à ça. Ça a été mon premier cadeau. Je ne l'ai plus, je l'ai offert quand j'ai quitté le métier, mais c'est vraiment génial. Et vous ne pouvez pas savoir... comment les enfants l'occupent. Des fois, ils ouvrent la fenêtre, des fois, ils la ferment. Bon, restez pas à côté, il ne faut pas qu'ils fassent les foufous là-dedans non plus. Hein. Et voilà. Et je vais finir par ce cadeau. Et je vous remercie vraiment de votre attention et je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année. Profitez-en, c'est une belle année. Je dis au revoir aux étudiants du Puy et aux étudiants de Moulins. Vous aussi, profitez-en, c'est une très belle année.